Quel plaisir de voir que des convives savent répondre à une invitation alors que nous n'avons pas de homard à proposer, de grandes bouteilles de vin, de grands cuvées, mais simplement un moment de partage et d'émulation intellectuelle ensemble. Donc, merci beaucoup et bonsoir à tous. Bienvenue ici à l'amphithéâtre de Pierre-Vive pour cette table ronde, cet échange avec Edoui Plenel, président et cofondateur de Mediapart. Donc, vous avez vu l'intitulé du jour, c'est comment les Gilets jaunes réinterrogent le journalisme. Mais bien sûr, ça va au-delà. Les Gilets jaunes, ce mouvement de contestation sociale, n'est qu'une porte d'entrée pour évoquer notre époque, comment notre époque aujourd'hui réinterroge les codes de la profession de journalisme, mais pas que. Ce n'est pas qu'un événement entre journaleux. Ça va bien au-delà, parce que l'information, le droit de savoir, touche aussi à notre démocratie. C'est pour ça qu'il était fondamental de trouver un accès, mais pour aller sur cette question et la dépasser bien au-delà des Gilets jaunes. Voilà. Alors, cet événement est porté par Le Doc et Radiogine. Le Doc, c'est quoi? C'est un média en ligne qui est né à Montpellier il y a un an et demi. Non, ouais, c'est ça. On y est février 2017. Le temps passe vite. Voilà. C'est un média qui a pris le parti pris sur Internet de prendre de la distance avec de l'actualité chaude, avec une ligne éditoriale forte, remettre en cause les élus et évaluer les politiques publiques. C'est clair, singulier sur le territoire, et nous couvrons Montpellier et sa région. Ce parti pris laisse la place à l'investigation en région, ce qui est, comme vous le voyez régulièrement au travers de la presse régionale, plutôt rare pour diverses raisons que nous n'évoquerons pas forcément ce soir. Comme Mediapart, nous sommes complètement indépendants. Désolé Edoui, mais je vais reprendre la formule. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, vu que nous dépendons de l'abonnement. Donc, abonnez-vous, évidemment. Merci d'assurer la gestion commerciale. Et merci encore à Mediapart, car depuis le printemps 2018, Mediapart est partenaire du Doc. Donc voilà, c'est l'occasion de remercier publiquement ce partenariat qui ne cesse de monter en puissance et qui nous aide beaucoup en termes de crédibilité et notoriété. Donc avec moi ce soir, pour animer cette table ronde, Jean de Radiogine. Je vais lui donner la parole pour se présenter, juste pour simplement vous préciser l'organisation un peu de ce rendez-vous. 3 temps, une interview que nous allons animer. Après, évidemment, échange avec vous, échange avec le public. Et puis après, nous nous retrouverons pour un petit pot de l'amitié. Voilà. À toi, Jean. Voilà, merci Benjamin. Rapidement aussi, concernant Radiogine, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Radiogine est une radio qui est née pendant le mouvement des Gilets jaunes, en février 2019. Elle est l'initiative au début 2 personnes. Laurie qui est ici, Wissem qui est en régie. Voilà, ils ont créé cette radio en très peu de temps, 10-11 jours. Et très vite, cette radio a été animée par d'autres personnes, Sarah qui est ici dans la salle, quelques personnes aussi qui sont ici ou qui ne sont pas là, mais qui ont tout de suite participé à l'existence de cette radio, qui ont permis à ce qu'elle existe. Alors, pour le dire brièvement, en fait, cette radio est née justement d'une réaction, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au moins localement, on a constaté que la parole des Gilets jaunes n'était peut-être pas toujours bien représentée. Et de ce fait, eh bien, cette radio a voulu, c'était son credo, on pourrait dire, rendre ou donner la parole aux Gilets jaunes. De ce fait, dans la foulée, ça s'est élargi un peu. C'est-à-dire que ce n'était pas uniquement aux Gilets jaunes, mais aussi aux acteurs qui étaient témoins ou autour, en tout cas, de ce mouvement. Donc voilà ce que fait Radiogine. Concrètement, c'est une émission à live par mardi, le mardi soir.
de 20h à 21h. Mais 1 heure d'émission, ça veut dire à chaque fois 1 semaine de préparation à trouver des invités. Voilà, il y a eu plusieurs thèmes abordés, je ne vais pas tous vous les citer. Vous pouvez aller sur le site de Radiogine, radiogine.fr. Nous n'avons pas d'abonnés, donc on ne va pas faire de publicité pour qu'il y ait des abonnés, mais par contre, vous pouvez aller réécouter toutes les émissions qui sont sur ce site, radiogine.fr. Les thèmes qui ont été abordés ont été multiples. Voilà, on a interrogé des Gilets jaunes eux-mêmes, mais pas uniquement des manifestants du samedi, aussi des gens qui travaillaient à des commissions. Ça, les médias en ont peu parlé aussi. Des commissions qui avaient lieu tout le long de la semaine, commission de revendication par exemple, commission de communication, etc. etc. Les assemblées générales aussi, parce que ça, on n'en a pas toujours parlé. On ne sait pas que tous les dimanches à Montpellier, il y avait une assemblée générale où les Gilets jaunes se rassemblaient, parfois jusqu'à 300 personnes, pour discuter. Voilà. Donc ça ne se résumait pas uniquement aux manifestations. Donc voilà, on a invité tous ces acteurs-là. Et puis petit à petit, d'autres acteurs aussi, des agriculteurs, des personnes qui faisaient partie d'associations, parce qu'on a pensé que c'était bien aussi de leur donner la parole, et ils ne manifestent pas toujours. Par contre, ils ont des choses à dire. Voilà, bon, je ne cite pas tout, encore une fois, vous pouvez aller voir sur le site. Voilà, en gros, ce qu'est Radiogine et son projet. Voilà, on a fait une petite pause pendant l'été, mais à la rentrée, les choses vont reprendre et on aura encore des lives, des podcasts, des choses comme ça. Voilà. D'ailleurs, ce soir, c'est rediffusé. Voilà, j'allais le dire. Diffusé. C'est rediffusé en direct sur le... Donc le direct se passe par le biais, pour le moment en tout cas, de Facebook. Voilà. Mais il y a un site autonome cependant qui s'appelle radiogine.fr, je l'ai dit déjà 2 fois, ça fera 3. Voilà. Eh bien allez, je vous propose de commencer. Hop. Oui. Tac. Alors, ce mouvement de contestation remonte déjà à plusieurs mois, le mouvement des Gilets jaunes. Ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui restera l'appel du 17 novembre. Au début, c'était ce mouvement inédit est né des réseaux sociaux et d'une augmentation de taxes sur le carburant. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était un mouvement un petit peu poujadiste. Il y avait beaucoup d'interrogations. Beaucoup de personnes ont eu du mal à se positionner, à assimiler ce mouvement avant ce fameux samedi du 17 novembre. Vous, Edoui Plenel, comment avez-vous appréhendé l'avènement du 17 novembre ? Bonsoir à toutes et tous et merci de votre accueil et bravo au DOC et à Radiogine pour cette initiative. Le journalisme, c'est être capable de faire face à l'inédit, à l'événement, à l'inattendu. Le risque d'un journalisme un peu conformiste, d'un journalisme qui sert au fond les intérêts dominants, c'est justement de ne pas voir l'inattendu, de ne pas voir l'événement, de ne pas voir l'imprévu. Et dans ce cas, de faire rentrer ce qui arrive dans des cadres préconçus, dans des préjugés, dans des dogmes, dans des idéologies. Les Gilets jaunes, c'est un surgissement inattendu. On peut évidemment après refaire l'histoire, en trouver des linéaments, se souvenir que le premier appel de Priscilla Ludowski date du printemps 2018. Mais quand il y a cet événement du 17 novembre, nous, notre rôle, et c'est ce qu'on a fait avec Mediapart, c'est d'aller y voir, c'est de ne pas penser l'événement par au-dessus, de ne pas se contenter de quelques images, de ne pas se contenter de quelques porte-paroles autoproclamés, alors qu'on va le voir, le mouvement est un mouvement qui conteste l'idée de représentation, qui se veut auto-organisé. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a pris le temps. On a pris le temps de ne pas se contenter des samedis, de ne pas se contenter de quelques commentaires et blablabla de talk-show, mais d'aller sur le terrain et notamment en région. Et c'est comme ça que Mediapart, très vite, est arrivé à une analyse du mouvement que du coup j'ai un peu synthétisé dans un livre que j'ai écrit fin décembre, début janvier, qui est paru en mars, qui s'appelle « La victoire des vaincus » à propos des Gilets jaunes. Une analyse du mouvement qui allait à l'encontre de ce qu'on entendait dans les chaînes d'information en boucle.
des vitrines brisées, les violences mises en exergue, beaucoup de préjugés, beaucoup de morgue sociale vis-à-vis de ce peuple des Gilets jaunes, une forme de dédain social et une forme d'ignorance de la réalité de ce qu'était ce mouvement. Et donc, pour ne pas allonger cette première réponse, très vite, on est arrivé à des hypothèses sur les caractéristiques de ce mouvement qu'à mon avis, la suite a confirmé. Que c'était un mouvement sur l'égalité, que son moteur était la question de l'égalité. Le point de départ, c'est l'injustice fiscale. Ce n'est pas le refus des impôts. C'est le fait que l'imposition soit injuste, que les plus fortunés, une petite minorité, payent beaucoup moins et que, en revanche, la grande masse paye plus. C'est ce qui s'est joué autour de la question des taxes sur le carburant. Ce n'était pas la première fois qu'il y avait un mouvement social de ce type. On l'a oublié et parfois il y a des choses qui circulent en profondeur, et là en l'occurrence qui traversent l'océan. Le mouvement de fin 2008 en Guyane, qui s'est étendu ensuite à la Guadeloupe et à la Martinique en 2009, mouvement contre la profitation, avait eu comme point de départ le coût de l'essence. Et il avait eu comme mode d'action l'occupation des ronds-points, l'idée de se rassembler sur les ronds-points. C'était une forme de lutte qui était déjà présente. Donc, le point de départ, c'est l'injustice. Et très vite, c'est un mouvement qui va aller sur les questions de l'égalité d'un point de vue social. Et là, on va le voir dans les assemblées des assemblées, dans les réunions collectives que va faire ce mouvement, ce qui a été dit justement. Allez voir la production intellectuelle de ce mouvement, allez voir les réunions, allez voir les discussions, allez voir l'élaboration. Et puis de cela, et ça c'était vraiment totalement inédit, le mouvement a inclus cette question sociale dans une question démocratique. Et au fond, a posé, mieux que ne l'ont fait beaucoup de forces politiques, la question de la, très propre à la France, de la confiscation de la volonté populaire, de la volonté d'un peuple, de la volonté collective par le pouvoir d'un seul, le présidentialisme français. Et c'est ce qu'on a vu très très vite dans la tension entre ce mouvement et le pouvoir politique. Je m'arrête là puisqu'il y a d'autres questions, mais en tout cas, voilà. Nous, on a vu, c'est inattendu, un mouvement social totalement dont le moteur est la question de l'égalité et qui très vite est passé, embrassant des gens d'origines très différentes, évidemment. C'est comme ça que se passe un mouvement social, de sensibilités très différentes, de votes très différents, mais dont la dynamique, dont l'agenda a été très rapidement les questions démocratiques et sociales, donc des questions qui sont du côté de l'émancipation et des causes communes de l'égalité. Alors justement, vous parliez des autres grands médias et de la perception justement qu'on a pu avoir des médias. Quand je dis on, en fait, c'est peut-être un peu nous tous ici, ce sont aussi directement les manifestants, les Gilets jaunes. Notamment, on a, par rapport à cette perception des médias, on a un baromètre qui est publié tous les ans par la Croix, voilà, et qui montre très nettement cette année qu'il y a une baisse très nette de la confiance dans l'information qui est délivrée par les médias mainstream. C'est je crois 50% pour la radio, c'est elle qui se porte le mieux. Ensuite, je crois que la presse, c'est 40 et quelques pourcents, 46%, je crois, ou 44%. Et puis 38% la télévision, 25% Internet, ça bouge pas. Tous, en tout cas, tous ces médias ont perdu des points, beaucoup de points, notamment dans l'année 2018. Donc ça c'est une première chose. Et puis parallèlement, on a pu observer dans le mouvement des Gilets jaunes qu'il y a eu un réel discrédit à l'égard de ces médias qu'on appelle mainstream. On pense évidemment toujours aux chaînes d'information continue. Donc, par exemple, pas uniquement, mais par exemple, donc comment vous... et donc il y a eu des réactions justement à l'égard des journalistes, et vous le savez, et parfois qui ont été violentes, même dans les mouvements, il y a des journalistes qui ont été pris à partie. Comment vous analysez, vous, ces réactions contre des journalistes, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous ne trouvez pas que cette perte de confiance à l'égard de l'information est un symptôme un peu par rapport à, je ne veux pas dire une maladie de la démocratie, mais quelque chose de cet ordre-là? Bon, nous, Mediapart, on ne commande pas de sondage. Et donc,
ce baromètre de la Croix existe depuis des années, et chaque année, il dit à peu près la même chose. Bon, la perte de confiance dans le monde médiatique, globalement, reflète notre crise démocratique. Coutume de dire que c'est la crise de la représentation. Il y a deux sens du mot représentation. Il y a nos représentants, ceux qu'on élit pour nous représenter, et le mouvement des Gilets jaunes a mis en cause cette représentation, l'idée que la démocratie, c'était simplement choisir des représentants. On pourra en redébattre. Ils ont posé la question d'une revitalité de la démocratie qui ne soit pas que simplement confier son pouvoir à quelqu'un, et en l'occurrence en France, finalement, à une personne qui contrôle tous les autres pouvoirs. Et puis, il y a un deuxième sens de la représentation qui est comment on représente la réalité. Donc, pour moi, la crise démocratique française embarque la crise de confiance dans le journalisme. Bon. Voilà, ça c'est un constat qu'on pouvait faire encore déjà il y a 10 ans et que nous avons fait quelque part en créant Mediapart. Ça ne sert à rien de se lamenter, à nous, journalistes, de retrouver cette confiance. Et retrouver cette confiance, pour moi, il n'y a pas d'autre chemin que d'être utile. Quelle est l'utilité du journalisme? La question de l'utilité, apporter des informations d'intérêt public. Ce qu'a mis à l'agenda Mediapart depuis sa création, et que le doc essaye de faire ici et que d'autres font ailleurs, c'est au fond cette idée que si on veut retrouver la confiance du public, il faut que le public, dans sa diversité de sensibilité, de conviction, de philosophie, se dise « ce journal m'est utile ». Les informations qu'il m'apporte me permettent d'être un citoyen plus libre, plus autonome, moi-même de mieux comprendre ce qu'il se passe. On a réhabilité donc cette notion, c'est pour ça qu'on parle plus du droit de savoir que de la liberté de l'information, avec cette idée que ce n'est pas un droit des journalistes ou un privilège des journalistes, c'est un droit du public. Et là, je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que pour moi, le vrai chiffre inquiétant, c'est le classement de la France par RSF dans la liberté de la presse. On est entre la 30e et la 40e place, en termes d'indépendance des médias, en termes de qualité de l'écosystème démocratique sur l'information. C'est une question très importante. Pour moi, la démocratie, ce n'est pas le droit de vote ou la loi de la majorité. C'est une vision pauvre, c'est une vision faible de la démocratie. C'est même une vision, pour reprendre un terme que des politistes et des sociologues ont popularisé ces derniers temps, c'est une vision illibérale. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce qui nous menace. Le dernier G20, les 20 plus grandes puissances du monde, a été placé sous les auspices de la déclaration de M. Poutine, qui est au pouvoir dans le cadre d'un processus électoral et qui a dit « le libéralisme, c'est fini ». Il ne voulait pas dire le libéralisme économique. Lui, il est du côté de l'ultralibéralisme économique. Il voulait dire le libéralisme politique. Et ce G20 a été, pour le dire très clairement, un sommet des affreux. Vous avez eu M. Trump qui a fait chorus avec M. Poutine. L'Union européenne et la présidence française n'ont pratiquement dit mot. Ils étaient occupés à tout leur marchandage sur les postes de l'Europe. Et du coup, pour résumer ce G20, où il y avait M. Bolsonaro, le président brésilien, lui aussi issu des urnes, qui est pour le travail des enfants, qui pense que le changement climatique est un complot marxiste, et avec lequel a été signé un accord de libre-échange, qui est terrible, puisque c'est un accord avec le pouvoir le plus déforestateur du monde aujourd'hui, donc qui est lui-même creuse le péril dans lequel nous sommes. Et puis il y avait M. Erdogan, il y avait l'ensemble de ces dirigeants-là. Et cerise sur le gâteau, a été remis dans le cercle des puissants de ce monde une semaine après qu'a été rendu public le rapport de l'enquêtrice des Nations Unies sur Agnès Callamard sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi a été, comme vous le savez, assassiné au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, a été découpé en morceaux, son corps a été dissous probablement dans l'acide, et le rapport a
considère qu'il faut mettre sur enquête le prince héritier saoudien, dont beaucoup d'éléments de preuve montrent qu'il est l'ordonnateur, et son entourage est totalement impliqué dans ce crime. Eh bien, le prince saoudien faisait partie des 20 puissants. Personne n'a tourné les talons pour dire « je ne reste pas à ce G20 avec un assassin de journaliste ». Et M. Trump a dit « Ah, Prince Ben Salman, you are doing a good job ». Good job, exactement, un bon travail, du bon travail. Et pendant ce temps-là, je continue sur le paysage, et je vais revenir sur la question des journalistes. Pendant ce temps-là, M. Poutine, M. Trump et M. Ben Salman ont discuté de quoi? Du prix du pétrole. Les bruits de bottes que vous entendez sur l'Iran ont une logique rationnelle, folle mais rationnelle, avec derrière les énergies fossiles. Les États-Unis sont redevenus le premier pays producteur de pétrole du monde, mais avec un pétrole totalement polluant, qui est le pétrole qu'on sort dans les terres schisteuses comme ça, et qui est un grand désastre écologique. C'est un pétrole très, très cher à produire, en plus de faire tous les désastres écologiques. Et puis, c'est un pétrole qui a une durée de vie courte. Ce n'est pas toutes ces nappes de pétrole qu'il y a dans le Golfe. Et du coup, quel est l'intérêt des pétroliers américains? C'est que le baril devienne cher, qu'il ne soit plus à 50 $ le baril, qui remonte à 100, 150, comme il l'a été à une époque. Et c'est une des clés des tensions, au-delà de ça. Alors, je vous faisais le détour, pourquoi? Parce que c'est ça que nous avons aujourd'hui sous les yeux, dans des cultures différentes, dans des contextes différents, et y compris en France aujourd'hui, et on va revenir sur les violences policières et d'autres aspects qu'on a documentés, nous avons des démocraties illibérales. Nous avons des pouvoirs politiques issus des urnes qui considèrent que la fin de la démocratie, c'est simplement leur élection. Et qui oublient que la démocratie, comme le disait Pierre Mendès France, c'est bien plus que les élections ou la loi de la majorité, c'est un écosystème, une culture, un scrupule, un respect des minorités, de la société, etc. Et pour prendre l'image de la table, si le droit de vote, bien sûr que c'est utile de voter et de choisir des représentants, et le plateau de cette table, il y a 4 pieds sous cette table. Et ces 4 pieds préexistent au droit de vote. Ils sont plus essentiels que le droit de vote dans le fonctionnement d'une démocratie. C'est la liberté de se réunir sans demander l'autorisation, c'est la liberté de s'exprimer, et y compris de dire des choses qui dérangent, qui bousculent. La liberté n'a pas de sens si ce n'est pas la liberté de dire aussi des choses qui déplaisent. C'est ce que disait George Orwell. Troisièmement, c'est la liberté de manifester. Et on est au cœur aussi des 6 mois que nous venons de vivre. Ça veut dire quoi, manifester? Ça veut dire mettre à l'agenda du débat public des questions que la majorité n'entend pas accepter, que ceux qui sont au pouvoir n'entendent pas accepter, que ceux qui sont puissants n'entendent pas accepter, que ceux qui ont des privilèges n'entendent pas accepter, et ainsi de suite. Et le 4e point, c'est la liberté d'informer. La liberté d'informer. Or, et c'est là où je voulais en venir. Donc, bien sûr que notre travail à nous, journalistes, c'est de reconstruire cette confiance par notre travail d'information, mais en vous disant aussi combien cette liberté est aujourd'hui sur la sellette. On a fait notre dernier live à Mediapart la semaine dernière là-dessus. Les attaques se multiplient contre la presse et sa liberté fondamentale, les convocations, les tentatives de perquisition, des lois, etc., etc. Et pour terminer sur les médias qui ont été... Bon, en clair, ma position est simple, la critique du journalisme est toujours bienvenue. La haine du journalisme, c'est autre chose, parce que ça devient une haine de la démocratie. Il faut des journaux qui vous dérangent, qui nous dérangent. Le pluralisme fait partie de l'information. Et donc, agresser des journalistes qui sont des travailleurs de l'information parce qu'on conteste ce qui est fait dans leurs médias est évidemment un acte profondément antidémocratique. Mais il y a une vraie clé de la crise de ces médias, et qui est très liée à la révolution numérique, qui est que face au numérique, donc il y a une course à l'audience. Il y a une course à l'audience, une course à... la gratuité publicitaire oblige à essayer de faire le plus d'audience possible. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de produire des informations, ils sont du côté de ce qui n'est pas pour moi le journalisme, les opinions. L'opinion, ça appartient à tout le monde. Et nous avons conquis, grâce à la révolution numérique, la possibilité d'exprimer directement nos opinions.
dans les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'est né ce mouvement social, sur un blog, dans le club de Mediapart si vous le souhaitez, ou ailleurs. Bon, nous pouvons exprimer directement nos opinions. Ce n'est pas le propre du journalisme, l'opinion. Le travail du journaliste, c'est produire des informations. Et du coup, dernière phrase, c'est la fainéantise de ces médias et qui fait que c'est désespérant, c'est qu'ils remplacent leur travail, produire des informations, par le blablabla des opinions. Et vous le voyez bien quand Mediapart sort une information, prenez le feuilleton qui n'est pas terminé, qui a commencé hier, concernant l'actuel ministre de l'écologie. Il y a eu déjà 3 salves et il y en a peut-être, je crois, une 4e à venir pendant que nous parlons. Bon, c'est comme ça, hein, on tire un fil et on découvre des réalités qui nous surprennent tout autant que vous. Hein. Voilà, il y a une forme d'irresponsabilité dans ce monde parfois qui nous surprend et qui mine totalement la démocratie. Et donc, regardez ce qui se passe. Vous voyez des talk-shows ou des journalistes qui devraient dire « Ah, bah c'est une info, elle est utile, elle permet de faire avancer des choses, etc. » Bien non. Ils disent « Quelle est la dictature de la transparence? Qu'est-ce que c'est que c'est Torquemada et tout ?» C'est le blablabla des opinions. Et ça discrédite le journaliste. Ça fait du mal à la profession. Merci. C'était une réponse courte, là, je pense. Pardon. Non, je promets de c'est très plus. intéressant, mais je reviens sur un point que vous avez évoqué justement. Et là, peut-être qu'on peut faire rapidement parce que vous l'avez déjà évoqué. La question de la représentation, ou je ne sais pas si on peut dire la représentativité peut-être aussi. Là, en l'occurrence, du peuple et d'une partie du peuple. Je reviens au mouvement des Gilets jaunes un petit peu. Hein, on élargira un petit peu après le débat, bien sûr. Notamment, il y a des choses qui ont été reprochées par les Gilets jaunes, notamment au début, ils ont été accusés tout de suite, assez vite, d'être anti-écolo, par exemple. C'était la première accusation qui leur est tombée dessus, en quelque sorte. Mais il y en a eu d'autres, des accusations, mais je m'arrête juste sur celle-ci. Il y a eu quand même des tentatives de la part de ces manifestants, des tentatives de répondre à ça, de dire, mais non, c'est pas vrai qu'on n'est pas écolo. La question, enfin je vais le faire sous forme de question, ces tentatives de réponse, est-ce que vous pensez qu'elles ont été bien intégrées justement par les médias eux-mêmes? C'est-à-dire, à un moment donné, il y a eu l'impression que ces réponses n'étaient qu'on ne trouvait pas l'écho dans les médias. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre pour les médias. Hein. Je ne suis pas les médias. Je suis Mediapart. Donc moi, je peux dire au contraire. Vous êtes aussi un lecteur et un observateur. Bien sûr, mais je pense que c'est un champ de bataille, le monde médiatique. Et je pense que le rôle de Mediapart est aussi de faire bouger ce monde-là, de donner du courage à des journalistes pour se battre là où ils sont. Donc évidemment que cette convergence, contrairement à la caricature, il y a tout de suite eu un agenda commun. Moi, j'étais le 8 décembre, place de la République. Les médias en boucle ne montraient que les violences des Champs-Élysées. Place de la République, il y avait la marche pour le climat, avec Alternativa, j'allais dire les gilets verts, et il y avait les gilets jaunes. Et c'est là qu'est né le slogan qui a été toute la journée, « Fin du monde, fin du mois, c'est pour nous le même combat ». Et c'était le 8 décembre. C'était présent. Et depuis, ça n'a pas arrêté, y compris dans les débats, dans les textes des assemblées, dans la réflexion, etc. Donc tout ça est compris dans comment dire, un mouvement social, c'est un mouvement qui crée sa politisation, qui crée sa réflexion. Et y compris, là, on discutait là avec un sociologue qui est arrivé au même diagnostic que Mediapart en suivant les Gilets jaunes du Var. Hein, en voyant comment se fait un mouvement de politisation avec des gens qui étaient isolés. Hein, c'est quoi au départ la base sociale des Gilets jaunes? Des travailleurs pauvres, des femmes célibataires ou avec enfants seuls, des retraités, et qui tout d'un coup convergent, sortent de leur isolement, sortent de leur passivité, et commencent à discuter et à bouger ensemble. Et évidemment, certains avaient des votes différents, certains avaient peut-être des préjugés sur les autres, certains venaient d'ailleurs, et il se passe des choses, et il se passe une dynamique. Hein, et on voit même, il racontait dans le débat qu'on a fait récemment ensemble, ce sociologue, que par exemple, les Gilets jaunes s'interrogeaient sur, pour aller à des réunions,
tout d'un coup, ils disent, mais on y va en voiture. Alors, le carburant, l'écologie, eux-mêmes réfléchissaient à tout ça. Et du coup, ils posaient d'autres questions. Hein. Par exemple, on pourrait s'interroger sur d'autres taxes. Par exemple, que les avions, le carburant des avions n'est pas taxé, par exemple. Hein. C'est ce qui explique que le transport aérien est dans une telle logique de croissance. Enfin bon, on pourrait multiplier les exemples. Donc, voilà, le meilleur exemple de comment on peut faire bouger le monde médiatique, c'est ce qu'on a fait sur les violences policières. David Dufresne a participé à la fondation de Mediapart. Nous, on traite les manifestations, on voit ces violences policières illégitimes. Et David se met à les recenser sur Twitter. Allô, Place Beauvau. On contacte David, on lui dit, écoute, on va faire une base de données. Et on a fait ça début janvier. Le data de Mediapart, qui est en accès libre et qui vous permet d'avoir, on en est à pas loin de 900 signalements de violences policières illégitimes, documentés, vérifiés, pas simplement un témoignage, etc. Le fait d'avoir fait ça a eu comme conséquence, au bout de 15 jours, que tout d'un coup, on s'est mis à en parler. Y compris Le Monde, qui n'en parlait pas, y est venu, y compris les chaînes de télévision qui n'en parlaient pas. Or, c'était quelque chose qui blessait énormément les Gilets jaunes. Parce qu'ils disaient, vous ne parlez que des violences que tel ou tel individu a commis, pas nous, les Gilets jaunes, mais vous ne parlez pas de la violence qu'on subit. Et sincèrement, jamais depuis la libération, depuis l'après-guerre, si l'on accepte le contexte des indépendances et des guerres coloniales et des conflits coloniaux, il n'y a eu une répression d'une telle envergure sur un mouvement social. Et cela concerne tout le monde. C'est pour ça que les événements qui ont suivi, attention, vous voyez bien qu'à partir du moment où on est resté indifférent à ce qui arrivait aux Gilets jaunes, eh bien tout le monde déguste après. Le 21 juin, Pont de Sully, à Paris, des jeunes militants du climat, Extinction Rébellion, Yahoo for Climate plutôt, on dirait, en anglais, qui se trouvent là, à peine sont-ils installés, au bout de moins de 7 minutes, à proximité du visage, des gaz lacrymogènes qui, entre nous, ce n'est pas les CRS locaux sur place qui décident ça. Ça, l'ordre, il vient de la salle de commandement de la préfecture de Paris, de la préfecture de police, du préfet de police qui s'était déjà fait remarquer à Bordeaux et qui est totalement répressif, qui s'appelle le préfet Lallemand. Et donc, ça veut dire que l'ordre était venu sur des jeunes pacifiques qui faisaient ce qu'on a tous fait dans notre jeunesse, je pense, à un moment ou à un autre, lycéens, collégiens, un sit-in, etc. Bon, pour montrer que partant de canicule, qu'est-ce que c'était, etc. Et le même jour, dans la nuit du 21 au 22, à Nantes, à 4h30, des jeunes qui finissent une rave party, ils ne dérangent pas, il n'y a pas d'habitants, ils sont au bord de la Loire. Eh bien, il y a charge avec LBD, grenades, etc., lacrymo, et 14 personnes qui tombent à l'eau. Il n'y aurait pas eu les pompiers mis à cet endroit par la ville, ce n'est pas une personne qu'on chercherait, Steve. Où est Steve? C'est sur les réseaux sociaux partout. Et je pourrais multiplier les exemples sur les 26 éborgnés, les mains arrachées, les mâchoires fracturées. Le Fouquet's va rouvrir le 14 juillet un établissement, une vitrine. C'est dommage, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de violence, mais ça se reconstruit. Ça se reconstruit. En revanche, un œil perdu, une main perdue, ça ne se reconstruit pas. Et par ailleurs, on préférerait tous qu'il n'y ait pas de violence, mais il y a aussi ce problème que ceux qui ont certains privilèges ou certains avantages, eh bien, dans l'histoire de l'humanité, n'ont jamais toujours été d'accord pour se mettre autour d'une table. Ok, je suis d'accord pour abandonner mes privilèges. Bon, c'est hélas ce qui se passe souvent. Et donc, je rappelle ça parce que vraiment, c'est celles et ceux qui ont été indifférents au mouvement des Gilets jaunes, en disant, tiens, ce n'est pas des gens que je connais, ce n'est pas des gens que j'ai vus dans mes manifestations à moi. Ils n'étaient pas là quand on se battait sur les retraites. Ceci, cela. Se trouver toutes les bonnes raisons pour regarder ça en spectateur. Eh bien, pour moi, il y a eu, par ce manque de solidarité, non-assistance à principe en danger. Le sort qui a été fait aux Gilets jaunes nous concerne tous.
Alors, on ne fait jamais assez de pédagogie sur notre métier, le journalisme. Du coup, deux questions. Les Gilets jaunes, on l'a vu, c'est un mouvement de contestation, mais dont les personnes qui composent ce mouvement ont un profil très divers. Vous l'avez dit, de nombreuses femmes, des retraités, etc., des infirmières. Pourquoi, à un moment donné, la machine médiatique a tendance à vouloir étiqueter « Ah, ce sont des homophobes », alors que peut-être un groupe de 10 personnes sur des milliers et des milliers de personnes ont peut-être dérapé. « Ah, ce sont des anti-écolos ». « Ah, ce sont des antisémites ». Est-ce que c'est de la fainéantise, celle que vous avez évoquée ? Et autre question toujours pour essayer qu'on décrypte ensemble aussi cette machine médiatique. Lors du grand débat, le discours des Gilets jaunes a été moins audible, mais est-ce que c'est le rôle de la presse télévisée de filmer en direct, de manière répétée et en intégralité ces fameux grands débats? Est-ce qu'on ne peut pas parler de journalisme d'État? Mais bien sûr, je vais vous prendre une formule qu'on reprend aujourd'hui Mediapart. Au début, on dit seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, Mediapart, l'info par-delà, et maintenant on dit libre et indépendant. Voilà, comme chacun, la baseline, comme disent les communicants, libre et indépendant. Alors pourquoi on a pris cette formule? C'est une formule qui est très fréquente dans le débat anglo-saxon et notamment américain. A free and independent press. Une presse libre et indépendante. Quand Barack Obama, il y a quelque temps, rend hommage à John McCain, qui était un de ses opposants républicains, avec lequel il avait plein de désaccords, mais il y avait de l'estime réciproque, dans l'hommage public que fait Barack Obama, il dit, avec John, on avait plein de désaccords, mais il y avait un point sur lequel on était d'accord, we need a free and independent press. Cette formule, voilà, banale dans le débat américain, et là, en l'occurrence, à gauche et à droite, pourrait-on dire, dressez l'oreille, est-ce que vous l'avez entendu dans le débat français ces derniers temps, voire depuis des décennies? Est-ce que vous entendez un homme de droite, de gauche, du centre dire « il nous faut une presse libre et indépendante ». Non, vous entendez la critique des médias, la critique des journalistes, la critique de leur irresponsabilité, la critique de ce droit fondamental. Hein. C'est ce que vous entendez. Je ne parle pas du public, là, je parle d'en haut. Monsieur Macron, le 28 juillet de l'année dernière, quand l'affaire Benalla dérègle son quinquennat et met tout d'un coup quelque chose se grippe quand il rassemble ses troupes. C'était un mardi soir à la Maison de l'Amérique latine. C'est là où il dit « le seul responsable, c'est moi, je suis très fier de l'avoir embauché et tout ». Et ils vont, comme vous le savez, continuer à le couvrir et à le protéger. Et il dit « le seul responsable, c'est moi, s'il veut qu'ils viennent le chercher ». Les Gilets jaunes ont répondu « ils sont venus le chercher ». Bon, mais il dit autre chose. Chez toi, exactement. Il dit comment? On vient te chercher chez toi. Oui, on vient. C'est voilà. la chanson. Et en inventant une carmagnole qui est Ah Benalla, si tu savais, etc. Vous la retrouverez facilement sur YouTube. Et à ce moment-là, Macron a cette formule. Il est le président, chez nous, au-delà de ses pouvoirs exorbitants, est normalement le gardien de la Constitution. Et dans la Constitution, il y a la liberté, le pluralisme de la presse. Or, il a cette formule. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité, qui est une antiphrase, qui est une façon de dire « je crains la presse qui trouvera les vérités que je cache ». Mediapart s'en est occupé sur Benalla et d'autres sujets. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce que vous décrivez là est vraiment témoigne, parce que normalement toute notre profession devrait s'appuyer sur les mêmes valeurs. Qu'on travaille à BFM, au Figaro, à TF1, à Mediapart, c'est-à-dire on est au service, c'est ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme, les textes fondamentaux, les droits fondamentaux. Et pourquoi y a-t-il ce que j'appelle, moi, un journalisme de gouvernement, plus que d'État, c'est-à-dire un journalisme suiviste du pouvoir? Alors, bien sûr qu'il a toujours existé, un journalisme qui reflète le pouvoir dominant du moment. Mais en France, c'est accentué, vraiment, par le présidentialisme français, qui contamine le journalisme,
qui le rendent dépendant de l'agenda présidentiel, qui le rendent dépendant de ce pouvoir qui, à lui seul, a tous les pouvoirs, qui piétine. Sincèrement, Montesquieu devient aujourd'hui un révolutionnaire en France. La garde des Sceaux hier, ministre de la Justice hier, a dit publiquement dans une chaîne de télévision qu'elle estimait qu'il n'était pas nécessaire de faire appel dans le procès Tapie. La loi le lui interdit. Elle n'a pas le droit, elle est responsable de la politique pénale, le parquet, vous le savez, n'est pas indépendant chez nous, mais elle ne doit pas donner de consignes dans des dossiers individuels. Alors, ils le font peut-être en douce, mais du coup, elle le fait même en public. Et le procureur qui est chargé de répondre à ça, c'est celui qui a été nommé par M. Macron, après que 3 noms choisis par le Conseil supérieur de la magistrature, par la collectivité de la magistrature, ont été rayés d'un simple trait de plume par Macron, qui a préféré un procureur à sa main. Lequel procureur est celui qui a, d'une part, fait la tentative de perquisition à Mediapart, décidé de classer sans suite le signalement pour faux témoignage dans l'affaire Benalla de responsable de l'Élysée devant le Sénat, et hop, de balayer ça. Donc, en clair, une justice totalement imbriquée au pouvoir politique. Et on peut se demander, du coup, si cet interventionniste de la garde des Sceaux ne renvoie pas à l'un des aspects clés de l'affaire Tapie, c'est que toute condamnation dans le dossier Tapie va remettre en évidence le fait qu'il y a quand même eu une condamnée dispensée de peine, qui est Christine Lagarde, et qui est la Française que l'on veut voir à la BCE. Et voilà, ce qui serait inimaginable dans une autre démocratie, tout comme les faits révélés sur monsieur de Rugy, on serait au Danemark, on serait en Suède, on serait en Allemagne. Bon, bah, c'est réglé, voilà, et puis chacun fait sa vie. C'est une question d'image publique, de confiance dans la vie publique. Pour moi, c'est un vrai mystère, hein. Comment des personnes, et y compris là en l'occurrence des personnes dont l'itinéraire personnel vient de formations qui ont prétendu rénover la vie publique, comment des personnes comme ça peuvent à ce point être hors du sens commun et ne pas penser que quand on a une responsabilité, que ce soit dans le monde public, dans le monde de la politique, dans le monde du gouvernement, mais dans le monde de l'entreprise, pourrait-on dire, hein, partout où on a des responsabilités, ben on doit se tenir, j'allais dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, j'en reviens à ça, c'est-à-dire que pour moi, je pense que dans le cadre du système médiatique français, c'est un de nos vrais problèmes. Le journaliste de gouvernement, très lié au présidentialisme, et puis ici ajoute quelque chose à laquelle nous sommes trop indifférents. Nous sommes la seule grande et vieille démocratie dont l'ensemble des grands médias privés sont possédés par des industriels extérieurs au métier de l'information, qui sont eux-mêmes dans une relation de clientélisme avec le pouvoir politique. Monsieur Bernard Arnault, première fortune de France, d'Europe, 4e fortune mondiale, dans le luxe, LVMH possède le premier quotidien populaire et le seul quotidien économique. Le Parisien aujourd'hui et les Échos. Étonnez-vous que beaucoup de choses que nous racontons ne soient pas dans ces médias, ne puissent même pas y être évoqués. Les opérateurs téléphoniques, Free et SFR, possèdent chacun donc une partie de ces médias. Je rappelle que pour être opérateur téléphonique, c'est une concession qui est donnée par l'État. Hein, c'est un accord qui se fait comme ça. L'ensemble des personnes que je viens citer, c'est très important par rapport à notre écosystème, à nous, la nouvelle presse indépendante numérique, touchent des aides publiques de l'État. Nous contestons cette idée d'aide publique directe. Hein. Il y a des aides indirectes qui sont l'égalité de droit entre la presse, le fait que la presse puisse avoir être accessible à un prix accessible. C'est autre chose, les aides directes. Hein. Si ces médias ont des difficultés, les milliardaires qui les possèdent doivent pouvoir mettre de leur poche. Devraient pouvoir mettre de leur poche. Eh bien, ils ne le font pas. Et c'est l'État, c'est-à-dire nos impôts, qui leur permet de tenir vaguement à l'équilibre des médias où ils ne cherchent pas la rentabilité. Eux, ils ne sont pas du côté de l'utilité de l'information. Ils sont du côté de l'influence. Et d'où ce que vous voyez, en effet, eh bien, si M. Macron organise un grand débat pour faire écran, en clair,
Le grand débat, vous savez, c'est des révélations qu'on avait faites. Il y a une commission nationale du débat public, vous le savez, qu'ils veulent essayer, du coup, qu'ils veulent dissoudre. Là, il y a un projet de réforme, tout ça, parce que cette commission du débat public, dirigée par une personne qui a été ministre de Sarkozy, mais qui est une personne qui a résisté, qui a défendu l'indépendance de son poste. L'origine, dans des périodes comme les nôtres, l'origine ne protège de rien. Il y a des personnes qui se révèlent à la dérive, alors qu'elles viennent de... Madame Belloubet, la garde des Sceaux dont je parlais, nous sommes ici dans une région, elle était à Toulouse, c'est une ancienne jospinienne, elle était au Conseil constitutionnel, considérée totalement de gauche, bon ben voilà, puis ça dérive, ça arrive. À l'inverse, Monsieur Jacques Toubon est un défenseur des droits formidable, ben oui, voilà. Monsieur Jacques Toubon, et voilà, l'origine ne protège de rien. C'est comme les temps de résistance. Vous avez des moments comme ça où les gens sont saisis, ils ont rendez-vous avec leur liberté, et c'est là où on voit si les gens ont des principes ou pas de principes. Et donc, je reviens sur cette presse. J'ai appelé ça, c'est une formule du fondateur du Monde, la presse d'industrie. Il disait. Nous sommes des industries. La meilleure garantie de survie de l'indépendance d'un journal, c'est qu'il soit rentable, bien sûr. Mais il dit, c'est autre chose, la presse d'industrie. C'est des industriels qui viennent prendre des médias. Ils vous laisseront très bien faire votre travail tant que vous ne dérangez pas leurs intérêts ou les intérêts de leurs amis. Et donc, ça a donné... Prenons cette question du grand débat. Le grand débat, nous révélons tout de suite que le pouvoir... Quand ils ont l'idée du grand débat, ils demandent à Madame Joanneau d'animer à titre personnel, de prendre en charge à titre personnel ce grand débat. Elle dit non. Moi, je représente une autorité indépendante, la Commission nationale du débat public. Donc, qui dit débat public dit règles. Règles de transparence, règles d'équilibre, règles de pluralisme, règles de loyauté, règles d'honnêteté. Un mois, nous avons tout publié, y compris les mails, les réunions, les comptes rendus, etc. Un mois pour essayer de la faire céder. Elle ne cède pas. Du coup, ils ont révélé son salaire, comme vous savez, qui en effet était très élevé, mais qui est fixé par qui? Par le président de la République. C'est spécial, parce que les autorités dites administratives indépendantes chez nous, eh bien, c'est quand même le président qui nomme, et c'est quand même l'exécutif qui donne le salaire. Bon, peu importe. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un grand débat totalement sous contrôle de l'exécutif. À tel point que depuis que les élections européennes ont eu lieu, vous en entendez parler du grand débat? Est-ce qu'on vous fait de la publicité sur les cahiers de doléances dans les mairies qui étaient censés être tous numérisés par la BNF? Est-ce qu'on vous donne accès à tout cela? Et c'est très intéressant par rapport à ce qui était dit sur les gilets jaunes. 500 000 cahiers de doléances. Selon une enquête, j'ai oublié où est la référence, seulement 5 000 de ces cahiers sur 500 000, évoque les mots migrants, islam ou musulmans. C'est-à-dire, c'est bien la preuve que ce avec quoi on nous pourrit la tête depuis 30 ans, disant les problèmes de la France, c'est les migrants, les problèmes de la France, c'est les musulmans, ou c'est la diversité de notre peuple, eh bien, quand il y a un mouvement social, y compris composé de gens qui ont pu voter à l'extrême droite, qui peuvent avoir des préjugés, etc., mais quand il y a un mouvement qui s'occupe de qu'est-ce qu'on a ensemble, là où on vit, là où on travaille, là où on habite, on parle d'autre chose. On parle des causes communes de l'égalité. Eh bien, malgré cette réalité-là, quand le Premier ministre fait son discours pour le dit acte 2 du quinquennat, de quoi parle-t-il? Eh bien, il dit, chaque année, on va faire un grand débat sur les migrants. Et il dit, l'islam politique, vraiment, il faut qu'on s'en occupe encore plus. Or, c'est pas de ça qu'on parlait sur les ronds-points. C'est pas de ça. On parle de ce qu'on a ensemble, de qu'est-ce qui nous concerne, le travail, les conditions de vie, les conditions d'habitat, les conditions de circulation, les services publics, la proximité d'une maternité, enfin toutes ces questions que vous connaissez. Et donc, voilà, on a en effet un problème qui est j'ai été, pour dire, c'est pour ça que je tâtonne sur ce que je vais dire, j'ai été très surpris. Par exemple, nous, on a fait un live à Commercy.
là où a lieu ce qu'on appelle un live, vous savez, c'est nos événements télévisuels en direct, comme là, sur Facebook, etc., et qu'on peut retrouver en vidéo. Donc on a été à Commercy, qui est le lieu de la première assemblée des assemblées. Il y en a eu 2 autres depuis, Saint-Nazaire et Montceau-les-Mines. Et à Commercy, c'était la première avec 70 délégations de Gilets jaunes. Bon, on a fait ça. On a donné la parole aux Gilets jaunes et on les a confrontés à des intellectuels, des militants, d'autres gens. On a fait un débat comme ça. Et je me suis beaucoup interrogé. Ce qu'on a fait là, c'est ce que normalement doit faire la radio depuis une éternité. Ce que peut faire le service public depuis une éternité. Dans ma jeunesse, je ne sais pas, on appelait ça Radio Crochet ou Interville. Non, mais je dis n'importe quoi, je fais vieux con en disant ça. Mais je veux dire, c'est pas difficile maintenant, de se dire... on appelle ça Radiogine maintenant. Voilà, Radiogine. C'est pas difficile de se dire, on va... Voilà. Et je me dis, mais comment se fait-il? Le service public n'a pas fait ça. Le service public s'est pas dit, eh ben, on va se poser sur un rond-point pendant 3 heures et on va donner la parole aux Gilets jaunes. Qu'il s'agisse de la radio, qu'il s'agisse de la télévision. Et donc là, c'est même pas seulement la presse d'industrie, hein, c'est ce présidentialisme. Je rappelle, et ça, n'oubliez jamais ça. Et là, ça s'est fait pendant un été de révélation journalistique. C'était l'été 85, c'était l'affaire Greenpeace. C'était en l'occurrence mes révélations au final. Et pendant cet été, à 1 an d'élection législative, que fait François Mitterrand? C'est un texte qui, début août, il étend le pouvoir de nomination du président. Le président de la République, jusque-là, ne nommait que des postes régaliens. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis parfois que De Gaulle avait une conception presque plus démocratique que ses successeurs. Le pouvoir de nomination du président a été immensément étendu. Il nomme à la tête d'établissements culturels, d'opéras, on a fait le calcul, il y a presque 3000 postes qui dépendent de lui. Et vous voyez bien comment ça fait un peuple d'affidés, ça. Et comment ça a des conséquences. Et donc, le service public dont nous parlons, là, par exemple, la télévision, la patronne du service public Radio France, c'est une copine de promotion de l'ENA, de qui? D'Emmanuel Macron. Et on retrouve comme ça. Et vous voyez bien comment c'est quand je dis mon obsession de la critique du présidentialisme français, hein, comment je pense que vraiment c'est une des questions qui nécrose notre vitalité démocratique, c'est que ça a toutes sortes de conséquences en cascade, hein, sur comment il y aurait ou pas un équilibre des pouvoirs, comment il y aurait ou pas une vitalité de la démocratie, comment il y aurait ou pas une indépendance des médias. Pardon. Je vous en prie. Je renchaîne très rapidement sur ce que vous disiez quand vous avez évoqué la Commission nationale des débats publics. Effectivement, vous aviez pas mal écrit là-dessus à ce moment-là, et beaucoup de gens ont découvert même cette Commission nationale des débats publics. Normalement, on aurait eu été en droit d'avoir des réactions dans l'ensemble de la presse, parce qu'effectivement, il y a eu un espèce de court-circuit, là. Et à la place d'un débat public organisé de cette manière-là, quand vous parliez d'équité, etc., ça veut dire qu'un maire, un président, c'est la même voix qu'un citoyen lambda. On est bien d'accord, dans le débat public. C'est pas quelqu'un qui fait un show de 7 heures à la place de ça, avec une conclusion d'1 heure et demie. On a eu un grand débat avec l'omniprésence et vous évoquiez parallèlement, je reviens encore aux Gilets jaunes, dans ce mouvement, des gens qui justement essayaient de parler de différentes manières. D'ailleurs, il y a même eu, il me semble, j'ai plus le nom en tête, mais je crois un site alternatif pour permettre de s'exprimer, qui s'appelait Le Vrai Débat, je crois. Quelque chose comme ça, c'est ça, voilà. Il y a eu ça, par exemple. Et puis, si on retourne sur les ronds-points, comme vous disiez, ou à ces endroits-là, ou dans les commissions où ça discutait, là, il y avait une volonté de la part des Gilets jaunes de s'exprimer et de dire autre chose que ce que disait justement uniquement le... Donc là, il y avait un grand débat et il y avait un travail, une mission peut-être des journalistes. Est-ce que les journalistes là, enfin je dis les journalistes, voilà, c'est un petit peu généralisé, mais est-ce que là, il n'y a pas eu une faille
au Oui, niveau mais du travail journalistique de manière générale. je suis d'accord, mais si nous existons, c'est pour donner du courage à tous les journalistes, hein, y compris, je veux dire, moi, voilà, c'est-à-dire que France 3, ici, je sais pas, le Midi Libre, il faut se battre. Moi, comment dire, c'est parce que je dis ça souvent quand on m'interroge sur les journalistes et les médias. Moi, je préfère faire de manière positive, c'est-à-dire que, et je crois, bon, c'est un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais je crois dans toute profession à la vertu de l'exemple. Donc nous, en faisant ce que nous faisons, on amènera certains à bouger. Je donne un exemple, l'investigation. Cache Investigation et Envoyé spécial n'existait pas quand Mediapart s'est créé. Aujourd'hui, ça existe dans le service public. Et ceux qui voudront supprimer ces émissions, voilà, la popularité d'Élise Lucet, ce sera difficile. Donc, moi, je pense qu'il faut pousser notre profession à se battre là où elle est, là où elle travaille. Il y a quand même eu des bonnes nouvelles dans ce contexte. Les sociétés de journalistes, sur les questions des violences policières, les violences policières n'ont pas épargné les journalistes. N'ont pas épargné notre profession, se sont réunis sur les questions des atteintes à la liberté de la presse, on fait des textes communs. Donc, bien sûr qu'il y a tous ces manquements, et en effet, le mouvement social des Gilets jaunes, il révèle quoi? Que nous sommes une démocratie de basse intensité, que nous sommes une démocratie confisquée, et que dans cette confiscation, il y a un état de fragilité de l'indépendance, de la liberté, de l'information. Et juste pour prolonger et pour reprendre ce que vous avez évoqué tout à l'heure, notamment sur les violences policières, ça, on tenait aussi à en parler. Il y a eu effectivement David Dufresne, Twitter d'abord, Mediapart ensuite, et puis ici aussi, nous avons Christophe, qui tient ce site, le Mur Jaune, voilà, et qui, par l'image en tout cas, recense aussi, et c'est relayé par le... Avec l'histoire des gaz lacrymogènes, et tout ça aussi. L'histoire des gaz lacrymogènes ici à Montpellier. Tout à fait aussi. Hein, voilà. Donc, qu'on a repris. Donc c'est relayé par le doc. Donc on a ça, on a effectivement ces violences qui ont mis beaucoup de temps à être relayées, ces violences policières. Mais pardon de répéter. Pardon de répéter. Nous, on est là, des médias nouveaux, médias indépendants. Et nous, on dit quoi? On dit à la fois qu'on est au service de la société, du droit de savoir des citoyens, et au fond, on dit quoi? Que dans la période actuelle, il faut d'abord parier sur la société. Voilà. Et donc, faisons ça. Moi, je préfère faire ça plutôt que passer mon temps à me lamenter sur l'état des médias. Je dis ça vraiment, parce qu'autrement, il y a de quoi désespérer. Et en même temps, il y a d'immenses bonnes nouvelles, y compris il faut que dans la période municipale qui vient, que la société mette à l'agenda les questions qui sont issues des Gilets jaunes. Il y a par exemple une question très importante qui est de se dire, oui, la représentation n'épuise pas la démocratie. Donc il ne suffit pas d'avoir des élus. Donc il ne suffit pas d'avoir un conseil municipal avec, au final, un maire. Donc il faut poser la question, si on veut revitaliser la confiance dans la vie publique et dans les questions communes, le bien commun, commun. Hein, une commune, commun. Qu'est-ce qui est commun? Hein? Et on voit bien, par rapport aux défis que nous avons devant nous, je pense, le défi climatique, c'est pas tout en haut que ça se règle seulement, c'est au plus près, dans la ville, comment on l'organise, comment on n'oppose pas écologie politique et écologie sociale, comment on règle toutes ces questions. Et comme je prends un exemple, et c'était présent dans les débats des Gilets jaunes, le fait de dire, certes, il y aura le conseil municipal, mais ce serait bien qu'il y ait à côté une assemblée citoyenne tirée au sort. À côté, le conseil municipal est une sorte d'exécutif, avec les conseillers municipaux, avec le maire, travail, etc. Mais il y a une assemblée citoyenne tirée au sort. Et pour qu'elle fonctionne, que ce ne soit pas du chiquet, les élus acceptent de se séparer d'une partie de leurs indemnités pour qu'elles servent à faire fonctionner cette assemblée citoyenne, tirée au sort. Non, mais c'est des questions qu'il faut poser. Et pourquoi? Quel est l'intérêt d'une assemblée citoyenne? Bien sûr que tiré au sort, il y aura des imbéciles et des incompétents. Mais c'est aussi vieux que
l'invention démocratique athénienne de la Grèce antique, eh bien, on est plus intelligent à plusieurs. On n'a pas besoin d'avoir un tirage au sort pour avoir des imbéciles et des incompétents. Voilà, on est d'accord, Rappeler on est d'accord. Ou des inconscients ou des irresponsables. Et donc, ça, c'est une question qu'il faut faire avancer en disant, voilà, êtes-vous prêts, vous? Voilà, comment on réinvente la démocratie? Je dis ça parce que le risque, comme toujours, après un mouvement social comme ça, ce mouvement social, il peut y avoir aussi du désespoir derrière. Il n'a pas débouché sur une nouvelle réalité politique. Donc s'il y a du désespoir, il peut y avoir du ressentiment, il y a de l'aigreur, et ça, c'est jamais bon signe pour personne. Et donc, moi, je pense que la question de l'agenda démocratique et social posé par le mouvement des Gilets jaunes, il faut continuer à le faire vivre, et y compris dans le débat sur les municipales, au-delà du jeu des partis. Et en sachant qu'il faut rappeler à toutes ces forces politiques que l'événement, quand même s'il y a eu un petit sursaut par rapport à d'autres européennes, l'événement constant des récentes élections, et y compris des élections présidentielles de 2017, c'est quoi? C'est le poids de l'abstention et du vote blanc. C'est le poids de la désertion démocratique. Les élections de 2017, il y a eu le chamboule-tout En Marche et le chamboule-tout France Insoumise, mais à gauche et à droite, je dirais. Mais il y a eu surtout, ce sont les élections présidentielles avec le plus fort taux d'abstention et de blanc et nul. Bon. Et donc cette question de comment on revitalise la démocratie, non pas comme quelque chose qui nous est confisqué, mais comme quelque chose qui nous appartient, est au cœur, encore une fois, d'enjeux au plus près. Les Gilets jaunes posent cette question, d'où le symbole des ronds-points. On se pose, on s'arrête, on arrête de galoper à toute vitesse, on se parle. Et encore une fois, ce qui s'est dévoilé comme un révélateur, je le répète, c'est une démocratie autoritaire. C'est une démocratie confisquée. C'est une démocratie qui dénie diverses libertés et droits fondamentaux. Et donc, l'enjeu est de continuer à faire vivre ça aujourd'hui. Alors, il ne s'agissait pas... Pardon, mais vous avez raison. Il ne s'agissait pas simplement de se plaindre, etc., oui, mais au moins de faire un constat. Mais pour enchaîner, effectivement, sur des choses, des initiatives, justement. Je vais rester sur le cadre des initiatives médiatiques, notamment, parce qu'il y en a plein d'autres d'initiatives, notamment depuis la naissance de ce mouvement. Et je pense à David, là, qui est dans mon axe et qui a créé les jardins de Cournonterral et qui a dit, voilà, on va créer quelque chose au sein du mouvement pour le mouvement. Mais en dehors de ça, je reviens sur les médias. Je pense en particulier à l'émergence de nouveaux journalistes ou d'un journalisme qu'on pourrait appeler alternatif. Évidemment, on va citer Gaspard Gans, on va citer aussi Ta, que vous avez reçu, il me semble, il y a quelque temps. Voilà, merci. Rémi Buzine. Voilà. Bon, là, c'est pas uniquement une question de se lamenter, c'est une question d'essayer de construire un nouveau journalisme en allant justement sur le terrain directement, aux premières lignes. Et on voit là justement des gens qui se voient parfois refuser cette légitimité, oui, qui sont violentés. Bien sûr. Enfermés, mis en garde à vue, par exemple, etc., et menacés. Mais la bonne nouvelle, c'est que la profession, toutes tendances confondues, les sociétés de journalistes, et y compris les syndicats traditionnels de la profession, les ont défendus. Ont défendus. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. On a vu dans le débat où on avait Dominique Pradalier, chez nous, vieille figure de ma génération, quand je dis vieille comme moi, du syndicat majoritaire des journalistes, face à Taha Bouafs, qui a 20 ans, qui pratique un journalisme engagé. Or, il faut rappeler que le pluralisme de l'information et donc le fait qu'il y ait des convictions dans le journalisme est autorisé. Ce qu'on demande aux journalistes, c'est d'être loyal dans la production des informations. Et ces jeunes journalistes, en fait, c'est surtout ce qui a fait les attaques qu'ils ont subies, c'est qu'ils vont au plus près pour documenter avec la nouvelle technologie, c'est-à-dire les vidéos, pour documenter ce qui se passe dans les manifestations, ce qui se passe dans le cadre des violences policières. Et c'est pour ça qu'ils sont ciblés par la police, qui les interpelle. Et Taha Bouafs, pour que vous compreniez, c'est celui qui a filmé Benalla. Il ne savait pas que c'était Benalla.
Il filme, place de la Contrescarpe, cette vidéo de ce qu'il croit être des violences policières. Et sans lui, il n'y aurait pas d'affaire Benalla. C'est lui qui... Après, il y a l'identification de Benalla, c'est un article du Monde le 18 juillet, et puis après, il y a toutes les enquêtes que notamment Mediapart a fait, et ce feuilleton n'est évidemment pas terminé. Mais vous voyez le symbole, c'est intéressant quand même. Parce que, et moi, pour moi, c'est là où je mets une alerte, et il nous faut, je ne sais pas, les métiers des uns et des autres, il nous faut des gardiens de la République au cœur de l'État, au cœur de la préfectorale, au cœur de la magistrature, au cœur de la police, au cœur de la gendarmerie. Je vous donne parce qu'il y a une dégradation qui m'inquiète. Et m'inquiète parce que moi, j'ai été 10 ans rubricaire police. Je ne suis pas un journaliste politique. Je traitais les questions d'éducation et les questions de police avant de prendre des responsabilités, etc. Et je dis ça pourquoi? Je vous donne plusieurs exemples. Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, donc il y a le 1er mai. Et voilà, ils savent que quelqu'un de l'Élysée, on leur a demandé de l'accueillir, d'accompagner le maintien de l'ordre. Là, on est déjà dans l'ambiguïté française. Service du roi. Monsieur Benalla est à l'Élysée, donc c'est le roi. Voilà, il faut lui donner un brassard, un casque et tout, etc. Bon. Le lendemain, le préfet de police, on lui signale qu'il y a une vidéo qui tourne sur Twitter et sur les réseaux sociaux et Facebook où on reconnaît Benalla, pas le public. Eux, ils reconnaissent Benalla puisque c'est eux qui ont organisé ça. Il décroche son téléphone et il appelle son collègue, directeur de cabinet du président de la République. De préfet à préfet, il se tutoie, bon voilà. Michel Delpuech, c'est un préfet classique, qui a plutôt accompagné des pouvoirs de droite et tout. Bon, mais un peu, voilà. Il appelle et il dit, bon, il y a un problème, il y a Benalla, là, on le voit faire le con, quoi. Bon. Et lui, il est convaincu que son collègue va lui dire, il lui dit d'abord, le collègue lui dit oui, on le sait, c'est-à-dire que voilà, il le savait à l'Élysée, et il est donc convaincu que son collègue, la phrase suivante, c'est ce soir, il aura fait son bagage et il ne sera plus à l'Élysée. Et là, il comprend que non. Il lui dit vous allez le virer, bien sûr. Et l'autre lui dit non, c'est pas prévu. Et là, il comprend qu'en fait, il a été décidé de protéger Benalla. Et je le tiens de lui. Je peux le dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus préfet de police. Il a été viré parce qu'il refusait d'utiliser les LBD et les brigades anticriminalité. Il refusait. Il était dans un maintien de l'ordre classique et il refusait. Se saute dessus. Ce ne sont pas des unités de maintien de l'ordre. C'est des unités... On est à la paillade que dans les quartiers populaires, on connaît. Les brigades anticriminalité qui ont été mises et qui sont mises à contribution dans le maintien de l'ordre. Je vous donne cet exemple. Je vous donne un deuxième exemple sidérant, c'est l'histoire de Nice, et qui m'inquiète. Vous avez ce procureur de la République, on révèle aujourd'hui qu'il était dans la salle de commandement, donc il voit la charge violente qui fait tomber cette manifestante Geneviève Leguet, qui était pacifique, d'attaque. Qu'est-ce qu'il dit à peine a lieu l'événement? Il n'y a pas eu de charge. Il ment sciemment. Mais depuis, on a montré, il confie l'enquête sur cette charge préliminaire à une commissaire de police, qui n'est autre que la compagne du commissaire de police qui a fait la charge. Et là-dessus, c'est pour ça que je dis qu'il nous faut des serviteurs de la République. Nous avons révélé, heureusement, qu'il y a un escadron, le capitaine d'un escadron de gendarmerie, 70 hommes, qui refuse en disant c'est un ordre illégal. Et donc, si c'est un ordre illégal, j'ai le droit de désobéir. Et il l'invoque et il refuse l'ordre de charger donné par le commissaire de police. Pourquoi? Parce qu'il dit il n'y a pas de raison en maintien de l'ordre de charger quand il y a une petite foule qui n'est pas menaçante et qui est pacifique. On peut la repousser pacifiquement, uniquement comme ça, en avançant doucement, etc. Voilà. Mais on ne charge pas. Si la foule n'est pas menaçante et pacifique, on ne charge pas. Nous avons publié le rapport. Je peux continuer. Madame Zineb Redouane, qui est morte à Marseille d'un tir de grenade lacrymogène, et c'est intéressant tout le contexte, par rapport y compris à nos révélations de Rugy, parce que c'était un jour de gilets jaunes, mais aussi un jour de manifestation sur les logements insalubres qui s'étaient effondrés avec des morts à Marseille. Bon, enquête préliminaire. Et comme par hasard, personne ne sait qui a envoyé la grenade lacrymogène.
aucun CRS ne reconnaît les autres CRS et personne ne connaît. Les caméras de surveillance, tiens, c'est bizarre, elles n'ont pas filmé. Donc on ne peut pas savoir. Et là, qu'est-ce que nous révélons? Qu'est-ce que nous révélons en publiant sa photo où il a l'air d'un Robocop? Que le procureur adjoint de Marseille, chargé de l'enquête préliminaire, eh ben, il était sur le terrain avec la police, avec casque et tout. Donc vous voyez bien comment tout d'un coup, quand je disais tout à l'heure la séparation des pouvoirs, quand je disais Montesquieu, vous avez un pouvoir qui instrumentalise la justice, une justice qui se fait complice de bras armés du pouvoir exécutif, et par ailleurs un Parlement soumis. Nous sommes habitués en France à parler de majorité présidentielle, que ce soit sous des pouvoirs de gauche ou des pouvoirs de droite, et c'est un mot qui devrait être banni. Je rappelle, c'est très important ce b.a.-ba démocratique. C'est quoi la fonction d'un député qui est dit député de la nation? C'est de voter les lois. Bon, alors on peut accepter, comme il y a un lien entre le parti présidentiel et sauf quand arrivent des cohabitations, mais inversion funeste de calendrier sous Lionel Jospin en 2001, du coup ça n'arrive plus, les cohabitations. En général, donc, la majorité est du même sensibilité que le président. Donc on peut se dire que c'est logique qu'ils votent les lois qui vont dans le sens du président. Mais il y a une deuxième fonction des députés. Contrôler l'exécutif. Contrôler comment l'exécutif applique les lois. Donc ça veut dire que je suis député En Marche, je dois contrôler l'exécutif En Marche. Je suis député socialiste et c'est le pouvoir socialiste qui est au pouvoir, je dois contrôler le pouvoir socialiste. Je ne peux pas me mettre le doigt sous la couture du pantalon, je ne remplis pas ma mission. Et vous avez eu un exemple caricatural sous cette législature. Vous avez l'affaire Benalla. 2 commissions d'enquête sont ouvertes, une à l'Assemblée, une au Sénat. Celle de l'Assemblée, le 28 juillet, discours de Macron, il fait tomber la herse, elle s'auto-dissout, elle explose. Les députés En Marche choisissent, sur ordre du président, de laisser tomber la commission d'enquête. Donc de ne pas faire leur travail. De ne pas faire leur travail. Je rappelle, ce sont des députés qui se sont fait élire sur l'idée qu'il fallait rénover la vie politique. Je rappelle que M. Macron, et personne ne l'obligeait, a dit et répété lors de ses longs entretiens à Mediapart qu'il voulait une révolution démocratique profonde. Une révolution démocratique profonde, c'était le mot. Bon. Et donc les députés trahissent, en acceptant ça, ils trahissent leur mandat. Au Sénat, que se passe-t-il? En Marche n'est pas majoritaire. Les oppositions sont majoritaires. Alors il faudra le rappeler à ces oppositions si un jour elles sont au pouvoir. Eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, il y a une commission parlementaire qui est multipartisane. Président, M. Philippe Bas, il est les Républicains. Il a été secrétaire général de l'Élysée sous Chirac, il connaît la machine. Et rapporteur, M. Sueur, qui est socialiste. Un sénateur les Républicains, un sénateur socialiste. Ils font leur travail jusqu'au bout. Ils sont aidés, évidemment, par les révélations de Mediapart, qui leur apprend des choses qu'ils ne savaient pas, mais très bien. Et ils font un très, très bon rapport. Que se passe-t-il? Et là, je vous dis vraiment, faites attention à ces alertes. Parce que, et c'est là où je suis moi-même surpris de ça, connaissant les personnes et leurs itinéraires. Que se passe-t-il? Le Premier ministre, M. Édouard Philippe, ancien proche d'Alain Juppé, d'une droite normalement civilisée, voilà, bon. M. Richard Ferrand, ancien socialiste, de la gauche du Parti socialiste même, paraît-il, président de l'Assemblée nationale. Monsieur Stanislas Guérini, patron d'En Marche, ancien strauss-kahnien, je prends les profils, je rappelle. Des gens donc, qui ont des histoires politiques différentes. Tous tombent sur le Sénat en disant c'est un coup d'État que fait le Sénat. Alors que le Sénat ne fait que faire son travail. Normalement, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Dire, écoutez, ce rapport est embarrassant pour l'exécutif, mais en même temps, ça prouve que notre démocratie fonctionne. Monsieur Plenel, arrêtez de critiquer, regardez, elle fonctionne, la démocratie. Ben oui, c'est ce qu'il devrait dire. Elle fonctionne. Vous faites vos enquêtes librement et le Sénat fait son travail librement. Non, ils ne font pas ça. Ils font une pédagogie antidémocratique. Et à l'époque, je crois que c'était M. Benjamin Griveaux, qui était le porte-parole du gouvernement, qui dit les pires choses. Celui qui va être candidat à la mairie de Paris. Et il a cette formule, écoutez du peu, lui aussi ancien jeune strauss-kahnien,
Il dit « Le Sénat fait de la politique ». Bon, ah bon? Le Sénat ne peut pas faire de la politique? C'est quoi? C'est un gros mot, la politique? Ça vous est réservé? Vous en êtes propriétaire? Je dis, sincèrement, je dis ces évidences, parce que c'est ce qu'on n'entend pas, en effet, dans les médias mainstream, comme vous dites. Mais c'est des évidences sur le bien commun. Et moi, je vous dis, j'ai 67 ans. J'ai commencé le métier de journaliste sous la présidence de Giscard d'Estaing. Et j'avoue que je suis inquiet. Parce que je suis inquiet derrière le côté jeune, avenant, nouveau monde. Je vois, pour moi, un très, très, très vieux monde, avec beaucoup de régression et une sorte d'inculture démocratique qui m'alarme beaucoup. Hein. Le fait, bon, on a traversé des crises, des choses comme ça, mais on trouvait un langage commun. Il y avait, Dieu sait si j'ai été un apporteur de mauvaises nouvelles, soit moi-même comme journaliste, soit dans les journaux que j'ai dirigés ou que j'ai cofondés comme Mediapart, mais je trouvais des interlocuteurs qui rebondissaient sur ce qu'on disait. Et là, dans cette majorité-là, on ne trouve pas. On ne trouve pas. Il y a comme un manque de culture commune. Et quand un commence à un peu se dresser, on le met à l'écart. Et personne ne s'en étonne. Et moi, je vous fais part de ça parce que je trouve, vous vous rendez compte, on a parlé du maintien de l'ordre et qui n'est pas un maintien de l'ordre, de violence policière illégitime. Ça fait donc depuis le 17 novembre. Je vous ai parlé de Nantes et de la disparition de Steve. Je vous ai parlé du pont de Sully. Le même de Rugy, hein, c'est lui qui a dit qu'il trouvait très bien les lacrymogènes au pont de Sully. Et il se prétend, bon, enfin voilà, il ne serait pas écologiste et il ne serait pas élu sans le mouvement de la société. C'est de la société qu'est venu l'agenda sur le changement climatique. Je parlais de 85 et de mes révélations sur l'affaire Greenpeace. Terrorisme d'État, la France fait couler le navire amiral du mouvement Greenpeace. À l'époque, on dit que c'est des dangereux, les écologistes. Il y a 15 ans encore, je parlais de l'histoire, Madame Belloubet, qui était à Toulouse et qui est venue dans le sillage de Lionel Jospin. Je vous rappelle qu'il y a 15 ans, les climato-sceptiques avaient pignon sur rue. Ils étaient même ministres de l'Éducation nationale. Ah oui, c'était M. Allègre qui pourfendait le mammouth et qui faisait les unes et qui n'a pas arrêté avec une pseudo-autorité scientifique. Il a un savoir, certes. Son savoir, c'est les cailloux. Mais les cailloux ne donnent pas le tout vivant de la Terre, excusez-moi. Les cailloux de la Lune qu'il a examinés et tout ne suffisent pas et c'est un savoir spécialisé. Et bon, donc la négation d'une réalité qu'on vit tous et qu'on admet tous aujourd'hui, elle a été combattue par quoi? Par le mouvement de la société, par des jeunes qui ont pris le risque d'être diabolisés, d'être fichés, d'être surveillés, etc. C'est les jeunes sur le climat qui sont aussi victimes on l'a vu au moment des arguments sécuritaires au moment de la COP21, où il y a eu des assignations à résidence, non pas de terroristes, mais de jeunes militants du climat. Donc, je dis ça pour dire, voilà, l'inconscience de ce pouvoir. Et la morgue. Parce que les Gilets jaunes, pour moi, aussi, je n'avais jamais vu sur une telle durée un pouvoir dans un tel morgue social vis-à-vis d'un mouvement populaire. Il fallait absolument qu'il soit affreux, qu'il soit antisémite, qu'il soit homophobe, qu'il soit la plèbe, que ce peuple soit affreux. Et j'ai dit dans mon livre que ça me rappelle la façon dont, sous la Commune de Paris, à l'exception notable de Jules Vallès, de Gustave Courbet et d'Arthur Rimbaud, pourrait-on dire, le monde intellectuel de ce moment-là, ce peuple qui surgissait de nulle part, il fallait absolument qu'il soit laid. Et des personnes qui après se sont rachetées, Émile Zola, Anatole France, ont eu des mots terribles, genre il leur faut une bonne correction à cette plèbe à l'époque. Et pourquoi je dis ça? Une telle durée, avec d'une réalité sociale, des souffrances, etc., à l'heure où nous parlons, il n'y a pas eu, venu du pouvoir ou du parti majoritaire ou de la majorité parlementaire, un mot de compassion. Pas un mot de compassion. Pas un mot disant on n'est pas d'accord, mais enfin quand même, mais je comprends.
Pas un mot. Rappelez-vous, pour les plus anciens, le préfet de police Grimaud, quand je dis il nous faut des gardiens de la République, qui était le préfet de police en mai 68 à Paris, et qui fait cette lettre en disant frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même, qui rappelle aux policiers que sous un uniforme, on représente la République. Bon, c'est des choses importantes. Et là, on a lâché les chiens, au contraire. Monsieur Castaner, autre figure de la perdition, hein, ah oui, voilà. On n'avait pas encore prononcé son nom ce soir. Figure majeure de la perdition, hein, bon, avec même la morgue, hein, la boîte de nuit et tout ça. À propos de la normalisation médiatique et de la presse d'industrie, rappelez-vous un événement, et où de fait il y a eu une lutte sociale perdue par les journalistes concernés, ceux de LCI. Mais Monsieur Bolloré, Vincent Bolloré, oligarque des oligarques, lui aussi, rachète Canal+. Vous vous souvenez? Rachète Canal+. Et lui, il fait son business, notamment en Afrique. Donc Canal+, c'est le foot, c'est le cinéma. Que fait-il? Il tue au sein du paysage télévisuel que représentait Canal+. Une histoire générationnelle qui avait bousculé, qui avait créé de l'irrévérence, qui avait créé de la liberté de parole, et qui avait quoi? Les guignols. Imaginez les 2 ans qui viennent de se passer avec les guignols. Imaginez M. Castaner en boîte de nuit tous les soirs, aux guignols. Imaginez l'irrévérence, l'humour de l'irrévérence politique au meilleur sens du terme. Eh bien, M. Bolloré, et j'en suis convaincu, son enjeu économique, Canal n'est pas un enjeu économique pour lui. L'enjeu était la normalisation. La normalisation de LCI, devenu comment ça s'appelle, iTélé, devenu, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Non, pas LCI, c'était F1. iTélé devenu C8 ou voilà. C'est là où il y a Cyril Hanouna, là où va Madame Schiappa, là, voilà. Voilà, c'est là où il y a Cyril Hanouna, c'est vrai. Voilà, c'est Cyril Hanouna, le modèle de journaliste, c'est Cyril Hanouna. Voilà. Et donc je vous dis ça parce que voilà, il y a eu un enjeu, et l'enjeu n'était pas l'argent là. L'enjeu, c'était la normalisation et de tuer l'humour, c'est-à-dire que de tuer une sorte de canard, comme l'humour du canard enchaîné, les dessins du canard enchaîné, mais version télévisuelle, et avec l'impact que ça avait. Alors, il y a la petite fenêtre de quotidien qui existe sur TMC, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et vous voyez comment dans le contexte actuel, c'est important. D'où l'importance, je ne veux pas dire, hein, de soutenir une presse libre. Parce que, sincèrement, parfois, je me fais peur. Depuis 11 ans, repensez à tout ce que vous n'auriez pas su si on n'avait pas créé Mediapart. Sincèrement. Alors, ce n'est pas qu'on est meilleur que d'autres, c'est qu'on s'est mis collectivement à être totalement indépendant. Donc, on n'a pas de fil à la patte et on ne peut penser qu'à ce qu'on a à faire. Mais par moments, je me fais peur, parce que je me dis qu'eux le savent aussi. Et qu'eux se disent, vraiment, quand est-ce qu'on en finira avec ces... Alors, pour l'instant, ils n'ont qu'une arme, hein, essayer de nous calomnier, mais quand même. Et d'où les lois, vous avez entendu quand même. Il y a eu la loi sur le secret des affaires, il y a eu la loi dite sur les fausses nouvelles, mais maintenant on parle de revoir la loi fondamentale sur la liberté de la presse, la loi de 1881, et puis tout d'un coup, le secrétaire d'État au numérique, normalement c'est la modernité le numérique, c'est la démocratie numérique. De quoi il parle? Un ordre des journalistes. Et il dit, si vous ne le faites pas, l'État devra le faire. Après, il amende vaguement ses propos, mais fondamentalement, il parle sur ordre. Un ordre des journalistes en Europe, quand est-ce que ça a été créé? Ça a été créé en Italie, sous Mussolini. Bon. Il faut se rappeler que le président Emmanuel Macron, d'ailleurs, était plutôt contre pendant la campagne des présidentielles. Il avait dit, ça me rappelle l'Italie mussolinienne. Il l'a dit, il y a une vidéo qui le montre. Mais bon, heureusement, le numérique permet d'avoir un peu de mémoire et non pas de l'oubli. C'est très intéressant dans l'affaire de Rugy, c'est très drôle, tous les tweets qui sont retrouvés de M. de Rugy sur le logement social, sur la transparence en politique, sur l'exigence d'exemplarité et tout. Bon, voilà. Vu que nous avons quand même... Pardon, excusez-moi, je suis un peu bavard, mais c'est vrai que ça, par moment, comment dire, je me dis, mais on se pince quand même.
Nous avions plein de questions encore, mais vu que nous avons un petit peu d'espoir encore dans la démocratie, nous n'allons pas priver la parole et donc peut-être la faire tourner au sein du public. Alors, si vous avez des questions. Non, il y a le micro qui va. Ici. Merci Sarah. Juste en attendant, quand même, je voudrais faire. Vous avez raison, il y a Mediapart depuis 11 ans, mais on voit que quoi qu'il arrive, des gens viendront pour prendre le relais et faire passer, faire créer de l'information. C'est ce que vous faiête. Voilà. Et c'est pour ça qu'on crée, on l'a annoncé la semaine dernière, ce fonds pour une presse libre, dont le but sera. On a annoncé ça. Je dis ça avant de prendre les questions. On a annoncé que Mediapart créerait un fonds pour une presse libre qui sera éligible pour une cause d'intérêt général, qui est la liberté, le pluralisme et l'indépendance de la presse. Il sera éligible à des dons, y compris de petites sommes qui, comme toute cause d'intérêt général, bénéficient de droits de défiscalisation, de droits fiscaux. C'est 66% dans la limite de 20% du revenu imposable pour une personne et 60% pour une entreprise, pour une personne morale. Et ce fonds pour une presse libre, donc, aura pour charge d'aider avec des dossiers, avec une transparence. Tout sera mis en place cet automne. Et en même temps, à titre secondaire, dans le cadre de sa mission d'intérêt général, il va contrôler, reprendre tout le capital de Mediapart, 100% du capital de Mediapart, puisque Mediapart est une société commerciale traditionnelle. On a dû la créer comme ça, en s'endettant. Mais nous, on ne veut ni la vendre au plus offrant, ni la céder à nos ayants droit, ni la mettre en bourse. On veut qu'elle soit contrôlée par l'équipe et qu'elle soit inattaquable en termes économiques, qu'elle soit inatteignable. Et donc le capital de Mediapart sera comme dans un coffre-fort, incessible, non spéculable, en clair dans une structure non capitaliste qui détiendra toute cette opération. On l'a annoncé le 2 juillet et elle va être mise en place au niveau concret, technique, gouvernance, structure et tout cet automne. Mais ce fonds pour une presse libre, nous le créons et nous allons l'abonder nous-mêmes pour pouvoir aider cette presse locale, cette presse indépendante et toutes ces initiatives. Pardon. Alors, qui prend la parole ? Bonsoir. Alors, moi, je m'appelle Elian, j'ai 21 ans. J'écris dans un journal qui s'appelle Le Point, qui existe depuis 2013. Et on tenait à remercier Mediapart d'avoir été le seul média à relayer l'information qu'on avait publiée quand on avait dit que la police avait utilisé des balles de défense non létales en décembre. Vous avez été les seuls à nous citer, merci beaucoup. Les autres ne l'ont pas fait. Et nous, qui couvrons les luttes sociales depuis 2013, en fait, les Gilets jaunes, ça nous a un peu désarçonné dans le sens où on s'est dit tout le monde se met à produire de l'information, tout le monde. Sur Facebook, on est bombardé d'informations sur plusieurs groupes et tout, notamment des prises de vue en manifestation, prises de vue qui peuvent être dangereuses dans le sens où elles donnent des informations à la police pour arrêter des gens. Par exemple, le 31 décembre, il y a un gilet jaune qui a été condamné à 7 mois de prison avec sursis sur une vidéo de Midi Libre qui l'identifiait en train de commettre un délit. Donc là, les journalistes servent la police en fait. Et nous, la question qu'on se pose en fond de ça, c'est-à-dire que par exemple pour le 30 juin, le 8 juin, à l'acte 30, il y a eu des rumeurs comme quoi il y a eu des morts en manifestation, donc avec une vidéo de Street Medic. Nous, on a démenti l'information, on a dit qu'il n'y a pas eu de mort. Et là, dans les commentaires, il y a des gens qui disent « Ah si, des Street Medic l'ont dit, c'est vrai, vous marchez pour le pouvoir ». À quoi on sert dans ces cas-là, nous les journalistes ? C'est-à-dire que les gens n'ont plus rien à foutre de la vérité. Et la question qu'on se pose en fond, c'est est-ce que tout le monde aujourd'hui avec les médias, avec les réseaux sociaux, peut être journaliste ? Est-ce que tout le monde peut être journaliste ? Voilà, ma question est là. On prend plusieurs questions, c'est ça ? Bonsoir. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec le constat très juste de la porosité entre le monde politique, bien sûr si bien connu, et la presse, et notamment l'industrie, pour ne pas parler de lobby. Mais le problème qui se pose, comment les citoyens lambda
peuvent-ils se mobiliser pour lutter contre un système économique, voire illibéral? Comment peut-on faire pour lutter contre ça? Parce que c'est de pire en pire. Donc voilà. Est-ce que vous avez des propositions? Merci. Oui, pardon, j'en profite, je le tiens. Donc, ouais, Allez-y, il est juste derrière. oui, moi je m'interroge beaucoup sur le fait que l'espace public, hein, qui est l'espace où on produit ensemble de la politique, en fait, il est essentiellement médiatique aujourd'hui. Et je pense que se livre une guerre médiatique, en fait. La guerre, avant tout, pour le pouvoir, elle se livre sur le champ médiatique. Je crois que... Enfin, moi j'habite la ville de Béziers, dont le maire est tristement connu. En matière de politique, sa communication tient lieu de politique. Et j'ai l'impression que le gouvernement Macron fait pareil, en fait. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Marie-France, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme à Montpellier. Et la question, c'est, on a beaucoup parlé de la répression policière et j'entends pas beaucoup parler de la répression juridique. On a énormément de gens qui sont arrêtés, qui ont des gardes à vue, on a des gens qui partent en prison avec des motifs assez futiles. Et là, ça, je n'entends pas parler. Je vais prendre ces 4 questions et je vais... Pardon, Alors, allez-y, ma vous n'avez pas question, terminé. c'est savoir quand vous allez en parler de la répression juridique, qui est énorme. Et sur Montpellier, on a même des juges qui donnent des peines supérieures à ce que demande un procureur. Et ça, c'est pratiquement du jamais vu. Alors, j'aurais pu en parler parce que, en fait, Mediapart le documente. Hein, et nous avons montré l'ampleur. Vous savez qu'il y a eu une période jusqu'à mi-mars, c'était 1800 arrestations par semaine, hein, au total. Il y a eu plus de 2000 condamnations à des peines de prison ferme, de primo-manifestants. Il n'y a pas que la prison. Il y a quelque chose qui fait des ravages et qui va continuer à faire des ravages avec des convocations pour des comparutions futures qui sont les amendes, s'agissant des gilets jaunes qui sont de classe populaire et qui déjà ont du mal, puisque c'est une des clés du rassemblement sur les ronds-points, ont déjà du mal. Travailleurs pauvres, ça veut dire travailleurs qui, même ayant un emploi, n'arrivent pas bien à finir leur mois. Et ils tapent à la caisse. Hein. Ils tapent à la caisse avec des amendes très très lourdes et qui sont impensables. Cette répression judiciaire, la prison et les amendes, a eu des conséquences lourdes, et y compris pour faire reculer le mouvement. Et vous avez entièrement raison de mettre en cause ce qui se passe dans la justice de ce point de vue, parce qu'il s'est ajouté quelque chose de très grave, qui est, certains ont peut-être vu le film Minority Report, hein, l'introduction de ce qu'on pourrait appeler une justice prédictive, à partir d'une disposition votée en 2010 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a introduit une formule très dangereuse qui est « en vue de ». En vue de. Alors ça veut dire quoi concrètement? Vous êtes contrôlé à une gare alors que vous allez à une manifestation. On trouve que vous avez un petit masque blanc pour vous protéger de gaz lacrymogène. On trouve que vous avez un petit peu de produit pour les yeux. Et du coup, on dit, eh bien, je vous interpelle parce que vous avez ça. Et ça, ce sont des indices qui prouvent que vous êtes potentiellement un manifestant violent et que vous avez en vue d'un rassemblement violent. Et des gens ont été condamnés sur cette base. Et vous voyez bien toutes les conséquences que ça peut avoir pour d'autres mouvements sociaux. Je redis, encore une fois, ce qui arrive aux Gilets jaunes concerne tout le monde. Et c'est intéressant parce que la répression a fait tomber aussi des préjugés, y compris au sein des Gilets jaunes. Je parlais des brigades anticriminalité et des LBD. Dans les Gilets jaunes, il y avait peut-être des gens qui avaient des préjugés, genre, je pense aux émeutes des quartiers populaires en 2005, la racaille des banlieues. Puis tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils sont logés au même sort.
Ils sont logés au même sort. Et le deuxième exemple, d'ailleurs, c'était des témoins de Montpellier, l'Assemblée des blessés, qu'on avait fait un live sur les violences policières. C'est ce qu'on appelle les ultras dans le football, parce que ça a été fait pour ça. Bon, voilà, les supporters qui supportent leurs équipes et assimilés forcément à des hooligans violents. Et du coup, des dispositions ont été votées visant les supporters de foot qui, aujourd'hui, sont étendus à tout le monde. Les quartiers populaires sont le laboratoire étendu au centre-ville, le football, le sport, étendu à tout le monde. Alors c'est quoi ? On va t'interdire des espaces, tu n'iras pas à tel match, tu n'iras pas dans telle ville, tu ne te déplaceras pas, on t'empêchera. Et toutes ces pratiques, encore une fois, quand on porte atteinte aux droits fondamentaux au nom d'un principe d'exception, un jour ou l'autre, l'exception devient la règle. Et c'est pour ça que la banalisation de l'état d'urgence dans le droit commun est de ce point de vue très dangereux. Donc évidemment vous avez raison de dire qu'il faut en parler. Nous en parlons beaucoup, mais il faut que d'autres en parlent. Oui. Pour compléter et étayer, ce qui est frappant, ce qui nous avait frappé sur le terrain dans ce mouvement, c'est la dernière quinzaine du mois de novembre. Rappelez-vous, pour ceux qui aussi étaient sur le terrain, les manifestants chantaient la police avec nous. Nous l'avons documenté, notamment par le travail de notre photographe, où on voit quand les CRS passent, ils recevaient des haies d'applaudissements, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu une évolution, ça participe. Oui. Mais bien sûr, il faudrait arriver à... Alors, je continue. Je pensais en écoutant, je pensais à ce qui se passe en Algérie, où pour l'instant le soulèvement algérien arrive à tenir bon. Et le pouvoir n'est pas encore passé à une répression massivement violente. Et il faut toucher du bois parce que ce qui se passe en Algérie nous concerne aussi. Et c'est un soulèvement formidable qui parle le même langage de justice, d'égalité contre la confiscation par le pouvoir, etc. Et je pensais à ça parce que au début, il y a eu des fraternisations avec la police qui, du coup, n'a pas chargé, qui, du coup, n'a pas réprimé, alors que les manifestations étaient interdites. Et on va voir la suite. J'en viens sur la question, bien sûr, les pouvoirs modernes. Et aujourd'hui, c'est démultiplié par la révolution technologique que nous connaissons, qui est Internet, l'ensemble des instruments de la révolution numérique. C'est une démultiplication technologique qui leur permet de faire comme ils ont toujours fait. N'oubliez pas, en 2001-2002, il n'y a pas massivement Internet, il n'y a pas les smartphones. Le premier est créé en 2007. Tout le monde n'est pas connecté en 2001-2002. Or, rappelez-vous, ça se passe en 2003, mais entre 2001 et 2003, que se passe-t-il ? Un mensonge d'État devient un mensonge médiatique et nous emmène dans le monde dans lequel nous sommes. L'invasion de l'Irak par les États-Unis, hors de tout mandat des Nations Unies. C'est un moment où on a pu être fier de notre pays, avec l'opposition par Chirac et Villepin à cette aventure. Cette aventure a été fondée sur un mensonge. Il n'y avait aucun lien. Et c'est un mensonge qu'il était facile de démonter. Moi, je dirigeais Le Monde à l'époque, on n'est pas tombé dans le mensonge. Le New York Times et le Washington Post sont tombés dans le mensonge. Et le mensonge, Al-Qaïda, idéologiquement, vient du wahhabisme saoudien. La plupart des terroristes du 11 septembre 2001 étaient saoudiens. Il n'y avait aucun lien, ni idéologique, ni financier, ni militaire, ni de rien entre la dictature irakienne et ce qui s'est passé en 2001. Et donc, ils ont développé un mensonge, les armes de destruction massive, des liens, etc., pour envahir un pays souverain, fût-il une dictature, ce qui ne s'était jamais passé depuis les aventures coloniales entre nous, qui n'avaient déclaré la guerre à personne. Le résultat, vous le connaissez, la destruction d'une société, la destruction d'un État. Et qu'est-ce qui naît derrière tout ça ? L'État islamique, Daesh. Alors, je vous dis ça pourquoi ? Parce que le mensonge, il est en cours, là. Il est en cours sur l'Iran. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du cours du pétrole. Il est en cours. L'Iran ne veut envahir personne. Alors, la question du nucléaire, et là, interpellait vraiment nos gouvernants. Il y a eu un accord sur le nucléaire iranien. Alors, on pourrait rentrer dans un débat plus général.
moi, je fais partie de ceux, et le prix Nobel les a consacrés, là, c'est l'ICANN, c'est-à-dire qu'il faudrait supprimer l'arme nucléaire. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un club des autorisés à posséder l'arme nucléaire qui vont interdire aux autres de la posséder, et ce qui est de l'hypocrisie totale, puisque derrière les puissances nucléaires anciennes, il y en a d'autres, puisqu'on sait que Israël là, que l'Inde là, que le Pakistan là, que l'Afrique du Sud là, et ainsi de suite. Bon. Mais il y a focalisation, Corée du Nord et Iran. Discussion avec le régime iranien. Négociation sous l'administration Obama pour l'amener à signer cet accord. L'administration Obama était prête à le signer. Là-dessus, qui intervient? C'était Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères, la France sous Hollande, qui trouve que Obama est trop tendre avec le pouvoir iranien. Donc c'est la France qui va durcir, au nom de l'Union européenne, donc, durcir l'accord dont nous sommes garants. Nous le signons. Nous le signons. Le scandale que nous avons sous les yeux, c'est que M. Trump, unilatéralement, rompt cet accord. Que fait la France? Que fait l'Union européenne? Elle ne fait rien. La logique, si elle honore sa signature, de ce point de vue, la diplomatie iranienne a raison. La déception, d'ailleurs, ils le disent, leur déception, c'est la France. Parce que c'est la France qui a elle-même voulu durcir cet accord. Et ils l'ont accepté, eux, les Iraniens. Et ils disent, mais comment? Vous faites cet accord, vous signez cet accord, et quand la principale puissance le rompt unilatéralement, vous ne vous dressez pas contre elle. Pire que ça. Les États-Unis d'Amérique, dans la suite, décident unilatéralement des sanctions économiques contre toute entreprise qui continuera à être présente en Iran. Toute entreprise européenne. Les entreprises françaises se couchent aussi. Et le pouvoir français se couche aussi. Et l'Union européenne se couche. Et aujourd'hui, vous avez ce discours lénifiant en disant, comme si c'était un équilibre entre l'Iran et les États-Unis de la part du pouvoir. Non. C'est les États-Unis qui poussent à la guerre, là. Et ils poussent à la guerre avec un agenda local qui est l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, exactement ceux qu'on arme, nous, la France, pour la guerre au Yémen. Révélation notamment de Mediapart qui vaut des convocations devant la DGSI, où une guerre civile, une famine, des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité sont commis au Yémen post-révolution. Les révolutions démocratiques ont commencé là-bas aussi. Et on accepte cet agenda qui est un agenda de course à la guerre, de pouvoir fragile, de course à l'abîme, parce que c'est possible, avec en plus les complexes militaro-industriels, à force de vivre et de croire que les ventes d'armes, c'est bon pour le PIB, eh bien, au bout d'un moment, il faut que ça serve, les armes. Et la course à l'abîme, elle est là. Donc, ce que je voulais vous dire, ce n'est pas la technologie qui est responsable de cette propagande. C'est pour ça que je vous faisais le rappel. La propagande, le mensonge, les fake news. Nous, on a montré que le pouvoir actuel est un roi des fausses nouvelles. Une des plus caricaturales, pour moi, a été dans le grand débat quand M. Macron, pendant 7 heures, un peu plus de 7 heures, reçoit les élus d'outre-mer, et notamment des Antilles. Et il y en a un qui l'interroge sur le chlordécone. Ce pesticide utilisé notamment sur la banane, et qui dit, et depuis ça a été à nouveau confirmé par des études de santé, c'est évidemment cancérigène, etc. Donc les élus qui connaissent leur territoire l'interpellent là-dessus. Monsieur Macron, qui avait dû avoir une note du lobby de la banane, coupe la parole et dit mais qui a dit ça? Est-ce que c'est une revue scientifique, etc. Comme un maître d'école. Et c'est lui qui dit un mensonge. Je dis ça juste sur la suffisance de gens intelligents, mais qui peuvent en devenir bêtes par hubris du pouvoir. Donc, bien sûr qu'il y a cette propagande, mais ce n'est pas la technologie. La technologie nous permet aussi de combattre. J'ai rappelé que les violences policières, David Dufresne, ça vient comme ça. Alors après, bien sûr, c'est comment dire, la presse que nous représentons ici, c'est celle qui veut élever ce débat. Bien sûr qu'il y a un côté café du commerce du numérique, où toutes les bêtises peuvent être racontées. Mais comme au café du commerce, des bêtises peuvent être racontées. Donc, à nous d'élever ce débat, à nous de combattre. Pour moi, il n'y a pas de fatalité de la technologie.
Nous avons documenté, pas seulement nous, Le Monde l'a fait récemment encore, par exemple que le pouvoir actuel qui diabolise beaucoup le numérique, le peuple numérique, sa virulence, y compris en faisant voter des lois qui vont atteindre la liberté d'expression, eh bien, est un pouvoir qui n'a pas du tout de pratique déontologique sur le numérique, qui utilise les comptes anonymes, qui répand, par exemple, sur Mediapart, dès qu'il y a un scoop de Mediapart, en boucle, ils se mettent à sortir des calomnies, des mensonges, mais d'une très grande violence. Et moi-même qui en suis surpris, parce que je me dis, bon, c'est des gens normalement d'une mouvance démocratique, ils ne devraient pas faire ça, et je suis très surpris de leur violence, qui est une violence digne de pratiques extrémistes. Donc voilà, la vérité, c'est une bataille. La vérité, c'est une bataille, et que l'on peut mener comme ça. Alors après, votre question, moi je suis journaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est, encore une fois, au service. Je vais vous répondre de deux manières. D'abord par une anecdote et ensuite d'une manière plus sérieuse. L'anecdote, c'est un activiste du Burkina Faso qui s'appelle Smoky. Il est slammer, mais en fait, c'est une sorte de un jeune griot, pourrait-on dire, et qui est un des leaders de ce mouvement qui a fait tomber, il est en exil, le pouvoir de Blaise Compaoré au Burkina. Burkina a plein d'autres problèmes maintenant, ce mouvement s'appelle le Balai citoyen. C'est un mouvement, comme on parle là, Gilets jaunes, il existe toujours. Et dans ce mouvement, dans leur montée en puissance, et où finalement les militaires vont passer du côté du mouvement, c'est là que ça bascule, c'est pour ça, police avec nous, ce serait bien, c'est là que ça bascule. Dans ce mouvement, des révélations ont été utiles au mouvement. C'est-à-dire que des journalistes, comme ici, des journalistes de terrain, citoyens, etc., ont révélé qu'il y avait eu le détournement de fonds européens dans la construction d'une autoroute. Cette autoroute était mal terminée, alors qu'elle devait être terminée et elle était payée par l'Europe. Les bas-côtés n'étaient pas stabilisés et il n'y avait pas de lumière. Et donc, il y avait des accidents mortels, et notamment de jeunes qui étaient morts. Et ils ont montré que l'argent qui a été détourné a servi pour le clan présidentiel, pour construire des villas, pour se goberger, pour faire ça. Ils ont montré cette prévarication, etc. Et là, Smoky, en jeune sage, me dit, vous voyez, monsieur Plenel, alors ces révélations ont dynamisé la mobilisation. On dit, vous voyez, vous les journalistes, votre rôle, c'est de lever des lièvres. Mais ensuite, c'est à la société de les attraper. Parfois, moi, je suis malheureux. On lève un lièvre et la société ne les attrape pas. Alors, ma réponse plus sérieuse, c'est que moi, je pense que dans la période actuelle, face aux immenses défis qu'on a devant nous, il ne faut pas se résigner, il ne faut pas prendre ça comme « c'est trop lourd ». Il faut prendre ça comme une stimulation. On n'a pas le choix. On vit une crise de civilisation. Les experts du GIEC, par rapport à l'urgence climatique, ils disent qu'il nous reste 11 ans avant que ce soit irréversible. Bon, ils se trompent peut-être de 5 ans, etc. Mais il y a une urgence. Il y a une urgence démocratique qui est celle dont nous parlons. Il y a la captation à l'échelle mondiale des richesses par une toute petite minorité. Ce n'est même pas les inégalités de revenus entre nous. C'est la captation, un niveau de captation de la richesse mondiale qui est digne de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Oxfam, l'ONG des ONG, le documente, 26 personnes, 26 familles possèdent autant que 3,7 milliards d'individus, que la moitié de l'humanité. C'est une folie. Parmi ces 26, il y a 2 Français, Bernard Arnault, dont on a parlé tout à l'heure, et l'héritière Bettencourt, Françoise Meyer-Bettencourt, L'Oréal. Donc voilà, donc c'est au cœur, ce monde offshore, l'affaire Carlos Ghosn vous le montre, ce monde offshore. Avions privés, 5 maisons de par le monde, vivre sur les frais de l'entreprise. Vous avez ça sous vos yeux. Donc, on a une urgence face à ça. Moi, mon sentiment, à la fois de journaliste et de citoyen, c'est que face à cette urgence, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'on doit, là où on est, agir. Je prends souvent cette formule de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, Édouard Glissant, un grand poète et philosophe de la Martinique, qui disait « Agis en ton lieu et pense avec le monde ». On doit agir là où on est. Pour moi, la leçon des Gilets jaunes, c'est ça aussi. On n'attend pas des certitudes, on n'attend pas un programme tout fait, on n'attend pas un leader autoproclamé, on agit là où on est, là où on vit,
là où on travaille, là où on habite. Nous, on agit dans notre métier. Et en agissant dans notre métier, on vous redonne confiance dans ce métier, on vous redonne confiance dans l'information, et c'est utile. Et ça regonfle, parce que le courage des gens qui agissent est toujours regonflant pour d'autres. Et je pense qu'il faut qu'on sorte chacun, c'est pour ça que je dis agis en ton lieu et pense avec le monde. Tu n'es pas seul. Tu ne peux pas agir sans lien avec l'autre. Les gilets jaunes, c'est ce symbole des carrefours, des ronds-points, c'est des gens qui sortent de leur confort et qui vont à la rencontre d'autres gens. Et qui, du coup, bougent. Comment ? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais ils en parlent, les jeunes. Mais oui, mais regardez ce qu'ils font les vendredis. S'il vous plaît, prenez le micro, parce qu'on est en direct, en fait. Ah oui, c'est pour le direct, pour qu'on vous entende. Voilà, répétez, voilà. Parce qu'ils ne vous ont pas entendu, les gens. Et ce sera la dernière intervention, excusez-moi, parce qu'après, on doit rendre la salle, quoi. Voilà, j'ai vu le film de Ruffin, je suis tout à fait favorable au mouvement que je trouve très légitime des Gilets jaunes. Quand j'ai vu ce film, c'est une photographie, bien sûr, de témoignages. C'est un parti pris de Ruffin, je pense, parce que je me suis renseignée. Il n'y en a pas un, excusez-moi, je veux pas être trivial, qui a parlé de décroissance. Jamais. Ils n'ont parlé que d'argent. L'argent mène le monde. Mais je pense qu'il faut repenser à un nouveau modèle. Non, mais je suis d'accord, voilà. Mais je pense qu'il y a plein d'initiatives. Il y a vraiment... ça m'interpelle. J'entends, mais voilà. Madame, sincèrement, je pense qu'il y a, je sais pas, regardez vous avez vu les milliers de personnes qu'Alternativa arrive à mobiliser dans les marches. Il se passe beaucoup de choses en profondeur. Moi, j'ai fait un article, j'ai dit, face à la politique du pire, parier sur la société. Je pense que notre chance, c'est ce qui se passe dans la société. Peut-être qu'on perdra, peut-être qu'on échouera, peut-être que la catastrophe arrivera. Mais on aura eu raison de faire ce qu'on a fait. Parce que ça donnera du courage à d'autres demain, après-demain. Mais on n'a pas le choix. Parier sur la société. Oui. Moi, je voulais juste vous dire, tous les médias, etc., c'est sur Internet et tout ça, et on oublie qu'il y a des gens qui n'ont pas encore Internet. Donc là, je suis avec l'équipe de la Gazette de Montpellier. Je vous remets tous les numéros. Si vous voulez les consulter. Et en fait, le but, c'est la Gazette jaune, en fait. C'est la Gazette jaune, parce que c'est pour ça que je ne comprenais pas. Il y a une Gazette. Excusez-moi. Il y a une Gazette. Je comprends. Et voilà. La préoccupation diffuse sur les ronds-points, etc., c'est d'aller aussi vers les gens qui. Enfin, pour moi, sur Internet, c'est déjà des gens qui sont privilégiés, qui sont déjà informés, et c'est l'entre-soi. Et donc, le but de cette Gazette, c'est aussi d'essayer d'aller toucher les gens qui n'ont pas du tout d'informations. Je suis d'accord, mais il faut mener aussi la bataille pour l'accès au numérique. Nous, on amène à notre niveau. Je rappelle que si vous êtes abonné à Mediapart, vous pouvez offrir autant d'articles que vous voulez à autant d'amis que vous voulez. C'est important. Je rappelle que nous, par exemple, on a fait le choix qu'il y a un abonnement qui n'a pas changé depuis le début de Mediapart, qui est considéré petit revenu. On ne demande pas de certificat de baptême, on ne demande pas. Mais toute personne qui estime qu'il a un petit revenu, c'est 5 € par mois ou 50 € par an. Et non, mais je sais, mais en même temps, Internet fait que les réseaux sociaux ont commencé. Comment dire, c'est l'accès au savoir. C'est-à-dire que c'est une bataille. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à sa diabolisation, le numérique est une infinie source de savoir, source de mémoire, source de culture, de documentation. C'est une université populaire. Donc il faut aussi se donner les moyens par des accès collectifs de la mutualisation de ça. Je ne suis pas l'ennemi du papier. La preuve, j'ai fait un livre papier sur tout ça. Mais je pense qu'il faut aussi se battre pour la mutualisation de ça, car c'est une arme. C'est une arme qui a fait, entre nous, quand il y a eu les printemps arabes, Dieu sait s'ils ont été malmenés après, par la violence qu'il a subie, il y a eu une révolution qui est passée par le numérique. Par exemple, les révélations de Wikileaks. Et tout d'un coup, les gens ont compris des choses. Et tout d'un coup, ça s'est diffusé. Et donc, il faut utiliser cette arme démocratique aussi. Voilà. Il faut vraiment, je suis désolé que nous libérions l'amphithéâtre. Nous pouvons prolonger cette conversation juste dans le hall. Désolé, le temps file. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.
Merci. Merci à vous, Edoui Plenel. Merci à Jean, Radio Gilles, à toute son équipe. Merci aussi à tous les agents de Pierre Vive qui ont permis que cette soirée ait lieu. Et j'aimerais finir sur une citation de Victor Hugo que vous avez écrite qui ouvre le livre d'Edoui. Le plus beau symbole, le meilleur synonyme du peuple, c'est le pavé. On lui marche dessus jusqu'à ce qu'il nous tombe sur la tête. Venez chercher des lièvres sur Mediapart, sur le Doc, sur Radio Gilles, plein de dates.